on est venu vous chercher. Qui est venu vous chercher? Le gouvernement? Oui. Il y a un émissaire du gouvernement qui est venu chez vous. Le pouvoir, vous appelez? Le pouvoir est venu vers moi. Je dirais pas, le pouvoir est venu vers moi. Vous vous êtes rencontré où à Bonadjo chez le gouverneur? Non, non, non. Je ne dirais pas plus que ça. Le pouvoir est venu vers moi et puis voilà, nous sommes tombés d'accord parce que c'était dans la dynamique que je mène depuis bientôt 10 ans. Oui. C'est-à-dire évitant l'autre pays, ce qui s'est passé ailleurs, comme en Côte d'Ivoire, en Libye, éviter que le Cameroun soit recolonisé, parce qu'on instrumentalise les problèmes internes que nous avons pour mettre ça au service d'un projet. Nous avons moins de problèmes au Cameroun? Si. Mais quel est le pays au monde qui n'a pas de problème? Le débat n'est pas là. Le problème, c'est que le problème, je me le répète à dessein, soit pris en charge par l'étranger. Or, on voit dans le monde entier que chaque fois que les problèmes internes d'un pays sont pris en charge par l'étranger, ça finit comme en Côte d'Ivoire, comme en Libye, comme au Mali, comme en Centrafrique. Et ça, c'est vrai qu'avant les élections, on est venu vous chercher notamment pour une réunion chez le gouverneur à Bonadjo? Non. Ce sont les fantasmes, les gens la connaissent pas quoi. Je ne vous disais pas plus que ça. C'est-à-dire, je suis un responsable politique. Et il faut de la responsabilité. Ce n'est pas tous les secrets d'État qu'on met dehors. Il faut être responsable. Vous avez eu combien? 15 millions? Bon, je ne prends pas de telles questions. Parce que cette tendance au Cameroun à marchandiser la vie politique, je ne sais pas ma culture. Moi, je suis un UPCiste. L'UPCisme, c'est le sacrifice, l'abnégation, le don de soi pour le pays. C'est ce que Oumyobel nous a appris. Mangabé, c'est ma tradition. Bon, les gens qui marchandisent tout, qui voient l'argent partout, dès qu'il y a des réunions politiques, on voit l'argent, mais c'est leur problème. Moi, j'ai toujours dit que je suis l'un des hommes politiques camerounais les plus propres. Bon, est-ce qu'on vous a proposé? Depuis que j'ai dit ça, vous avez vu un démenti. Il faut que ceux qui disent que le président Malakani a pris l'argent, qu'ils apportent les preuves. Moi, j'ai dit que je n'ai jamais reçu 5 francs de l'État du Cameroun. Puisque je n'ai pas demandé. Moi, c'est une démarche patriotique. Je soutiens le président Biya depuis 2011. Genre, peut-être que certains ne le savent pas. Depuis 2011, j'ai apporté mon soutien au président de la République. Pourquoi? Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas capable de gagner une élection présidentielle? C'est pas ça. C'est que l'analyse de la conjoncture internationale, les mutations qui impactent le monde entier, oblige tout homme politique sérieux à revoir, à adapter sa démarche politique. Pourquoi vous êtes dans C'est ce que j'ai fait. Quand un politique peut changer les choses. C'est ce que je sais faire, la politique. Mon papa était un homme politique. Il était secrétaire d'une sous-section du RDPCA, quand il y a passé. Tous les jours, il venait à la maison avec Cameroun Tribune, avec les journaux. Et moi, j'étais très petit. Et j'ai commencé à lire les journaux à la maison. Et j'ai commencé à voir mon père faire les réunions à la maison avec ses camarades du parti. Donc, j'ai grandi dans un environnement politique. Et dans les années 89, 90, 89 surtout, je suis entré dans un club de révolutionnaires où on faisait de l'afrocentrisme, du kémitisme, du panafricanisme. On lisait tout ce qui était révolutionnaire. C'est comme ça que la femme l'a pris jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez grandi dans une famille où votre papa était militant du RDPC. Et comment comprendre que vous n'avez pas suivi votre papa alors que vous assistez à beaucoup de ces réunions avec ses amis? Le parti unique déjà. Donc, dans les années 90, il y a les bagarres pour la démocratie, parlons comme ça. Donc c'est comme ça que j'entre dedans. Bon, je suis entré en politique à la faveur des luttes pour la démocratie. Donc voilà comment j'entre en politique. Vous êtes entré en politique pour changer les choses. Vous avez changé quoi jusqu'à présent? Je suis le seul homme politique, dans le cadre de son parti, le Nouveau Mouvement Populaire, qui a un bilan politique sans avoir un élu, sans avoir été au gouvernement, sans avoir des positions institutionnelles. Tous les combats qu'il y a eu dans ce pays, que ce soit en matière sociale, en matière économique, en matière politique, portent ma modeste griffe avec d'autres personnes avec qui j'ai travaillé. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer Anissé Kane. Vous parlez? Vous vous appelez? Anissé Kane, c'est un aîné pour qui j'ai un profond respect. Jamais je ne manquerai de respect à cet homme parce que j'ai fait la politique avec lui. J'ai commencé la politique avec lui. C'est lui qui a tenu ma main en politique. On parlait des bilans. Ne comptez pas sur moi pour lui manquer du respect. Oui, on parlait des bilans tout à l'heure. Donc, tout ce qui a été fait dans ce pays, vous prenez l'affaire du C9. Vous avez devant vous celui qui a proposé le nom C9 au président Anissé Kane. J'étais encore validé. C9. La fameuse affaire qui a abouti au code pénal. Des gens aujourd'hui veulent s'attribuer ça, mais c'est notre mobilisation de C9 qui aboutit au code pénal parce que
La mobilisation autour de C9 a eu une résonance internationale. L'ONU à l'époque s'était même mêlée. Avec le cardinal Tony à l'époque aussi, qui avait mis sa voix. Nous, on était indépendants, on a fait des marches pendant pratiquement un mois. Les 9 disparus de Restant notre vie. Ouais. Bon, beaucoup de gens sont venus avec récupérer après. Votre ami Jean-Didier Momo. Non. C'est avocat, non? Il est venu après. Après. Ceux qui ont lancé cette affaire, c'est Anissé Kadel Maïdem et Balakani qui est devant vous. C'est nous qui étions au front, affrontant l'armée. Tous ces gens-là n'ont pas affronté la police et l'armée. Donc, ça a eu un tel écho international que le pays a été obligé de faire un ajournement juridique en matière de procédure pénale. Voilà d'où vient le code pénal. Nous avons été en première ligne pour encadrer les étudiants. La guerre de 2004, c'est nous qui avons encadré les étudiants. Nous les avons protégés au Malidem, alors qu'ils étaient pourchassés par certains qui aujourd'hui découvrent la politique. Nous les avons protégés. On les a encadrés dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, beaucoup sont des hommes politiques. Nous sommes fiers de ça. Nous avons été les premiers à amener l'opinion publique à intégrer le fait que les insécuritaires, c'est un métier désormais au Cameroun. Qu'on ne les avoue pas. C'est un métier, c'est un secteur informel qui encadre des milliers de jeunes Camerounais. Donc, on ne peut plus faire comme s'ils ne sont pas là. Donc, il faut les admettre, quitte à les encadrer. Nous avons été les premiers à mettre ça sur la table, mon cher ami. Les combats contre le délestage. Vous vous souvenez, non? Le comité anti-délestage. Là encore. Nous avons posé sur la table. Je me souviens aussi que vous êtes très, très fâché parce qu'à l'époque, je travaillais quelque part à Bonakwamwa. Vous êtes... vos amis sont venus nous menacer parce qu'on n'était pas dans la même longueur, donc on aurait attaqué certains dirigeants à partir de nos propos. Et on a fini la radio un dimanche matin. C'était difficile pour nous de sortir dans nos studios parce que le Malidem était fâché contre nous. C'était un mauvais incident. Ouais. Je ne veux pas revenir dessus, je me rappelle très bien. Ouais. Donc, grâce à notre action, le gouvernement a mis sur pied le plan d'urgence pour l'énergie, qui a abouti aujourd'hui à tous ces barres-là qui sont en place. On va être les premiers à se tenir. Donc, sans élu, le président Banakanidi, son bilan politique est positif. Le débat sur les privatisations. Alors que toute la classe politique avait accepté le bradage de nos bijoux de famille, nous avons été les seuls à dire que c'est inacceptable et que ça va détruire plutôt le pays. Ça va détruire le patrimoine du pays. Aujourd'hui, les faits nous ont donné raison. Le pays est en train de reprendre petit à petit son patrimoine. C'est ce qu'on voit à la Sonelle, c'est ce qu'on voit à Kapata. Et voilà, il faut que ce processus soit parachevé. Mais aujourd'hui, un pays ne doit pas laisser les secteurs stratégiques de son économie. De souveraineté. À l'étranger. Nous avons été les premiers à mettre ça sur la table, les seuls d'ailleurs. Parce que tous les partis au Cameroun, n'est-ce pas, sont de connivence avec les multinationales. Sauf vous. Notre action le démontre. Le démontre. Et quand je quitte le Malidem, après je pars du Malidem, vous savez très bien que je suis à l'avant-garde du combat panafricaniste. Le franc CFA. Ouais. On est sorti de là, n'est-ce pas? Mais reconnaissez quand même que celui qui a porté ce combat-là, c'est le NMP, le président. Ça continue ou pas? Ça continue, puisque bon, on a sorti. Je ne suis pas revenu sur la libération du président Gbagbo, les questions de la CPI. C'est nous qui avons mis ça sur la table. Vous vous rappelez ici, chaque dimanche, tout le monde était assis devant sa télé pour regarder le débat panafricain. Les horaires même des émissions ont changé au Cameroun à cause de ce débat. Tellement ça a impacté. Ça a impacté le visage de l'Afrique, ça a impacté la mentalité des Africains, ça a changé nos relations avec le monde. Donc, tout ça, nous l'avons fait, n'est-ce pas? Sans élus. Sans élus. Oui. La dernière en date, c'est le port de Douala, où le NMP et son président ont pris une très grande part dans la libération de nos capacités portuaires. Il faut continuer ce combat. Vous avez combien de militants, président Bandakani? Je ne vais pas entrer dans ce genre de choses. Non, mais c'est une question. On peut avoir une idée du nombre de militants qu'on a dans un parti politique. Je ne fiche pas mes militants à travers un numéro. Je ne compte pas l'être humain. Non, ce n'est pas un problème de quantité. J'ai des militants. Ça fonctionne donc comment? Le NMP a des militants. Ça fonctionne donc comment si vous n'avez pas, cette comptabilité-là? Ce que je veux dire. Oui, il n'y a pas de contribution. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas vous dire que j'ai 500 adhérents. J'ai 1000 adhérents, j'ai 10 000 adhérents, c'est indécent. Ce sont des êtres humains. Donc nous avons des militants, tout le monde le sait, nous avons des militants. Nous travaillons ensemble. Vous ne pouvez pas faire ce que nous avons fait sans avoir des militants. Il faut des gens engagés. Qu'est-ce qui explique que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas des élus? Parce que c'est la première fois que je suis allé aux élections. Avant, moi, je n'étais pas allé aux élections. J'ai oublié d'avoir une autre chose que nous avons faite qui est très importante, mon cher Clétus. Quand les soldats français, à la veille du déclenchement de Boko Haram, nous avons fait plusieurs conférences pour dire au Cameroun
il y a nos autorités, que Boko Haram arrive. Voilà ce qu'on prépare contre le Cameroun. Quand Boko Haram, quand on enlève Moulin Fournier à l'époque, plus de 400 soldats français entrent illégalement au Cameroun et s'installent en Ngaoundéré. Et on a la veille de l'élection municipale et législative, en 2013, double scrutin. Nous sommes le seul parti qui se décide de faire une marche à Bolanda pour demander leur départ. Tous les partis ont refusé de leur faire partie, ils avaient peur de la France. Les médias ont refusé de couvrir la manifestation, ils avaient peur de la France. Nous avons manifesté, nous avons bloqué Bonanjo, nous avons déposé un courrier à M. le consul de France, pour M. François Hollande, et dans les jours qui ont suivi, les soldats français sont partis. Et nous avons eu les félicitations de l'État de manière informelle par rapport à ça. Donc vous voyez, ce n'est pas une affaire d'élus, ce n'est pas une affaire de brandir des quantités de militants. C'est qu'est-ce que vous faites? Votre combat... C'est votre démarche. Oui. Vous voyez, donc, oui. Donc je ne suis pas allé aux élections. Oui. À l'époque, nous avons préféré ne pas aller aux élections pour mettre sur la table les vrais problèmes de l'Afrique. Nous sommes allés aux élections pour la première fois à la faveur du dernier scrutin qui vient de vous parlez d'Afrique, ça veut dire vous épousez tous les pensées de Kwame Nkrumah. Bien sûr, nous sommes les héritiers. Pour moi, tous les grands panafricanistes, Webb Dubois, Lumumba, Marcus Garvey, Jean Palma, tous ces grands panafricanistes, n'est-ce pas, ils nous ont laissé un patrimoine intellectuel, le Cheikh Anta Diop, un patrimoine, une mémoire, n'est-ce pas, qui est important pour nous. Sans cette mémoire, on n'a pas de repère. Est-ce qu'un pays peut se développer sans l'énergie électrique? Non. Et votre combat hier, ça aboutit à quoi aujourd'hui, quand on sait que le pays souffre de ce manque aujourd'hui? C'est même créade. La ville de Douala, il y a des quartiers qui passent 2 semaines sans électricité. C'est devenu une gigantesque boîte de nuit aujourd'hui où il y a des jeux de lumière. Ça vient 1 heure, ça part. Je parle de Douala, qui est le poumon économique de notre pays. Vous faites quoi? Non, vous avez raison. Vous comprenez? Vous avez raison. Mais la situation est moins pire qu'à l'époque. À l'époque, c'était une journée sans lumière. Vous voyez? Grâce à notre action. Je viens de dire, il y a des quartiers que je connais qui passent 2 semaines sans lumière. Moi, c'est moins pire. 48 heures. Dans mon quartier, par exemple, chaque 48 heures, il n'y a pas la lumière. Je viens à Neubel. Nous sommes à Douala. Je viens à Neubel, je dis ça comme vous. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, ce n'est pas pire comme à l'époque. Il y a un plan qui a été mis sur pied, qui, quand tous ces barrages seront fonctionnels, il y aurait un plus dans l'autre capacité énergétique. C'est un fait. On ne peut pas nier, il y a les barrages qui seront mis en place. Mais jusqu'à là encore, on est un pays qui, dont le potentiel énergétique n'est pas suffisamment exploité. Quand vous êtes très, vous comprenez? Oui, quand vous êtes très introduit, que le Panga et les autres, là, non, le vous délai comprenez, de livraison. non, ce que vous dites est vrai. Oui. Vous comprenez? Le cadrage des projets a posé des problèmes. Le montage des projets a posé des problèmes. Ce qui explique les retards. Mais il y a des barrages qui sont déjà mis en circulation. Même par exemple, il y a des barrages qui sont mis en circulation, qui tournent à moitié pour certains. C'est déjà ça. À terme, n'est-ce pas, ces infrastructures vont permettre de résorber à un certain niveau le déficit énergétique. Mais, jusqu'à là, ça ne suffit pas. Vous savez que c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement. Nous avons le meilleur potentiel d'Afrique. Tous les villages portent les noms des donc, ça demande donc de l'investissement. Il faut beaucoup de l'argent pour ça. Ça pose le problème de la structure de notre économie et de son insertion dans le monde. C'est un autre débat. Et voilà pourquoi je suis panafricaniste. Pour dire que bon, il faut sortir de ce carcan international. Parce que chaque fois que nous, on va dépendre de l'étranger, si on reste dans ce carcan où ce que nous produisons, nous ne fixons pas les prix, ce que nous achetons, on nous impose le prix, on sera en déficit chronique. Vous comprenez? Ça fait qu'on aura une faiblesse, une faible capacité à investir. Or, pour développer l'énergie, il faut investir. Il faut de la souveraineté monétaire. Il faut être capable de dégager des fonds. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a un décalage terrible entre le potentiel que le pays dispose et les capacités à réaliser ce potentiel. Pour combler ça, il faut changer de politique économique. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis panafricaniste. C'est pour ça que je suis la politique économique du Cameroun pose problème aujourd'hui. C'est un fait. Le président le reconnaît tous les jours. Le Cameroun dans le président le reconnaît tous les jours. Maintenant, il n'y a pas des actions contre le délestage actuel dans votre mouvement? Bon, nous avons agi à l'époque. Pour l'instant, il y a un plan qui a été mis sur pied. D'autres peuvent faire mieux que nous. Vous comprenez? Nous, on a posé un problème à l'époque. Et à l'époque... Les mesures ont été prises. Vous comprenez? Maintenant, nous observons qu'il y a des retards dans le bouclage
des chantiers énergétiques. Il y a des retards. Et ça produit, c'est de l'effet que tout le monde dénonce. Si ça continue, nous prenons nos responsabilités. D'ailleurs, à ce niveau même, notre parti est en train de réfléchir sérieusement sur ces questions-là. Pas seulement l'énergie, l'eau. Il y a l'eau, il y a le logement. Il y a l'accès à la terre. Il y a tous ces problèmes vitaux-là qui, désormais, doivent être pris en charge par les formations politiques si on veut être audible au niveau des populations. Par rapport à ça, nous sommes en train de travailler sur une grande initiative qui va être prise par rapport à ces questions-là. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était un malheureux incident sur les menaces sur nos vies, parce que moi j'ai vécu ça à l'époque. Oui, c'est vrai, mais je vais dire, est-ce que vous avez reçu, peut-être pas toi, Madame Banda, peut-être pas toi, mais vous n'étiez pas innocent, vous aussi. On n'était pas innocent, c'est vous qui le dites. Hein. Est-ce que quand l'ambassadeur américain est venu vous rencontrer, il y a eu quelque chose? Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Non, je n'ai pas de souvenir. Moi, j'ai jamais rencontré l'ambassadeur américain. Oui. Banda Kani n'a jamais rencontré l'ambassadeur américain. Donc, je ne peux non rien vous dire concernant les conversations avec l'ambassadeur américain. Vous connaissez ce qui s'est passé? Vous parlez de AESONEL? Oui. Non, moi, j'ai jamais rencontré l'ambassadeur américain. C'était une société oui, américaine, c'est d'accord avec vous. Ouais. Vous savez exactement ce qui s'est passé en Égypte pour qu'il y ait eu ce coup d'État contre Mohamed Morsi, le premier président démocratiquement élu de l'Égypte, de l'histoire de l'Égypte? Oui, mais tout le monde sait, non? Tout le monde sait ce qui s'est passé. Pénurie d'essence, du pain et d'électricité. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, ça le pays a risque, ça continue comme ça? Au Soudan, il y a des choses comme ça. Non, mais bien sûr qu'il y a risque. Vous savez, il y a risque. Mais vous savez, ce qui est important, c'est que nous posions nos problèmes sur la table et qu'on les analyse sans instrumentalisation. C'est là où il y a un problème. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous savez, ceux qui ont fait le printemps arabe en Égypte, ils ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver avec un Moubarak 2 fois pire. Vous comprenez? C'est-à-dire, le président Al-Sisi, pour que nous avons du respect, c'est un chef d'État, le général, n'est-ce pas? Mais il est même maréchal apparemment. Mais, il avait été nommé maréchal par moi-même aussi. Tout à fait. Donc vous voyez donc qu'aujourd'hui, beaucoup d'Égyptiens disent que Moubarak était mieux. Vous voyez, Morsi était meilleur. Moubarak était mieux. Moubarak qui vient de mourir. Oui, il était mieux. Personnel. Beaucoup d'Égyptiens le disent aujourd'hui. Vous savez, l'important, ce n'est pas d'être en colère. L'important, ce n'est pas de dénoncer. C'est bien tout ça. Mais s'il n'y a pas une vraie alternative, si on ne perspective pas les problèmes qu'il y a sur la table, on lance dans l'aventure. Et on peut se retrouver dans une situation qui est plus pire. C'est ça pourquoi nous partons au niveau du NMP. Oui, il y a des problèmes. De ne pas entrer dans une situation pire que la situation actuelle, mais perpétuer, accepter, vivre dans la misère actuelle. J'appelle ça l'anti-biaïsme primaire. Dénoncer, c'est bien, mais ça ne suffit jamais. C'est-à-dire qu'il faut être capable de concevoir des politiques alternatives. Ça veut dire qu'il faut être en mesure de faire mieux que ce que nous avons. Or, lorsque vous voyez les démarches politiques, c'est que chacun court pour remplacer celui qui est là, en dénonçant, mais sans se donner les moyens de faire mieux que lui, une fois qu'ils sont au pouvoir. C'est le sort de tout ce qu'on voit en Afrique aujourd'hui. Regardez les pays où il y a la tendance démocratique. Quels sont les éléments à votre disposition? Parce que vous jugez les autres, ils n'ont pas les moyens. Non, ils n'ont pas les moyens de leur politique. C'est ce que vous dites. Je vous réponds, vous. Quand vous m'interpellez, vous dites que bon, on peut se retrouver dans la situation comme en Égypte. Je dis oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, j'analyse, je vous ai passé en Égypte. Vous voyez ce qu'il y a en Égypte aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Je ne veux pas voir ce qui a changé en Égypte. Je pose juste les questions, président. Ils ont chassé Moubarak, le président Moubarak, pour avoir un maréchal qui est bien sévère et qui est comme Moubarak. Et eux, aujourd'hui, ils regrettent Moubarak. Ils disent que Moubarak était encore mieux. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Vous allez en Tunisie, printemps arabe. Les Tunisiens pleurent aujourd'hui, leur pays est quasi ingouvernable. Et la révolution n'a rien apporté sur la vie des gens. C'est les Tunisiens qui le disent. Donc, ça nous interpelle tous. Quand vous regardez dans tous les pays africains, du précaré français, même en Afrique subsaharienne, beaucoup d'alternance. Mais il n'y a pas d'alternance dans la vie des gens. Il faut que la vie des gens change. Ça nous interpelle. Nous qui avons milité pour la démocratie, nous allons en prison plus de fois pour ça, nous devons réfléchir à concilier l'alternance et l'alternative. C'est-à-dire qu'il faut que l'alternance change le panier de la ménagère, change les conditions de vie de chaque famille, se traduise par ce que nous avons appelé l'augmentation du niveau de vie. On en est loin. Est-ce que vous n'êtes... C'est pour ça que nous démarquons de la filière primaire, vous comprenez, pour être panafricaniste, c'est-à-dire apporter
concilier l'alternance et l'alternative. Bandakani, est-ce que vous n'êtes pas l'opposant de l'opposition? Bon, qu'appelez-vous opposition au Cameroun? Vous vous opposez vous êtes de l'opposition. Regardez, bon, vous me regardez. Il n'y a pas l'opposition au Cameroun? Non, 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 c'est vous qui parlez d'opposition. Vous dites que je suis opposant de l'opposition. Est-ce que vous ne vous considérez pas? Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai même honte d'utiliser ce mot. Vous savez, tout mon parcours, c'est un parcours d'un vrai opposant. On ne peut pas nier ça. On peut dénigrer tout le monde, on ne peut pas nier au NMP et son président d'être un vrai. Il n'y a pas une vraie opposition. Non, d'être un vrai opposant. C'est quoi un opposant? Un opposant, ce n'est pas insulter le président Biya le matin, midi, soir. Un opposant, ce n'est pas être ministre de Biya et quand on démissionne, on devient opposant. Être opposant, ce n'est pas insulter ou bien jouer au chat et à la souris. Vous avez dit que votre père était dans le parti unique qui était RDPC. Et vous étiez moulé dans ce... Mais je n'ai jamais été dans le parti. Non, je l'ai dit, vous, avec votre papa. Non, c'était lui, pas moi. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de personnes à cette époque qui ont changé. Oui. Est-ce que c'est... Il n'y a pas d'évolution dans la vie? Il ne faut pas évoluer. Pourquoi juger des gens qui étaient avec Bandakani hier, qui étaient avec le Malidem, et après qui a créé son parti politique? Ben, je ne juge personne. Donc vous dites... Vous analysez en disant, voilà, est-ce qu'il y a une opposition au Cameroun? Je vous dites. J'ai dit que ce mot-là, je m'en méfie. Parce que si on dit que ce sont les mêmes gens qui disent être opposant, c'est être contre Paul Biya. Est-ce que je mens? Demandez au Cameroun, c'est ça, non? Mais ce n'est pas ça être opposant. Être opposant, c'est avoir une autre politique, différente de celle qui est en place. Donc, les différents partis politiques n'ont pas d'alternative. Et qui est porteur de propositions supérieures à ce qui est en place. Mais au Cameroun... Ça n'existe pas. Non, vous me regardez, demain je suis au Cameroun. Non, vous êtes... Non, regardez. Est-ce que ça existe ou pas? Non, quand je vais parler, vous allez dire que je juge les gens. Non. Vous me regardez, ça dit que au Cameroun, être opposant, c'est être contre Paul Biya. Mais il va partir, le pauvre. Il ne sera plus là. Et qu'est-ce qu'on fera? Et vous voyez comment, au Cameroun, les gens entrent et sortent. C'est-à-dire, un matin, on est contre le président. Mais dès qu'il vous tend la main, vous collaborez, vous entrez au gouvernement, vous n'êtes plus opposant. Quand on vous tend la main, vous sortez, vous devenez opposant. Mais c'est confusionniste, ça. Moi, je suis un opposant systémique. Je suis un panafricaniste. Je combats un système, pas les hommes. Les hommes passent. Les structures systémiques restent. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça ma démarche. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, donc, je me distingue de tout ce qui réduit la politique au Cameroun désormais à attaquer seulement le président Biya. On ferme les yeux sur l'impérialisme occidental. On ferme les yeux sur les injustices internationales. Tout le monde sait que l'essentiel des décisions de notre pays se prend en dehors de chez nous. Tout le monde le sait. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'histoire. C'est la faute aussi à ces hommes politiques qui réduisent la politique à critiquer à l'antibiotisme primaire. Est-ce que c'est ces hommes politiques qui signent les accords avec les étrangers? Mais ils ne dénoncent pas. Moi, je dénonce. Vous savez, moi, je dénonce. Je pose sur la table la question du franc CFA. Je pose sur la table la question de nos rapports avec le FMI, la Banque mondiale. Je pose sur la table le caractère unique du système international. Donc vous soutenez le président Biya qui essaie de comprendre je pose ça sur la table. Qu'est-ce qui empêche les autres de poser ça sur la table? Vous qui comprenez... Aujourd'hui, on a de sortir du franc CFA. Tout le monde est content. Tout le monde en parle. Mais pourquoi avant personne ne voulait poser ça sur la table? Nous sommes en train de sortir. Parce que c'est fini, c'est mort. Pour combien de temps? L'écho, c'est toujours... Non, mais le Niger a dit que l'écho français, là, zéro, ça ne ressemble à rien. Nous, on l'a dit avant. Dans le Nigeria a pris position. Et comme c'est un poids lourd... Comme c'est un poids lourd, ça fait que l'écho, là, c'est un nouveau nom du franc CFA. Personne ne va suivre ça. Donc, nous avons posé cette table, mon cher Christophe. Vous savez qu'on était en première ligne. Vous voyez donc que moi, je n'attends pas d'être président, ou bien d'être à un poste, pour mettre sur la table les vrais problèmes de l'Afrique. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ça qui nous distingue des autres hommes politiques, que vous appelez opposants. Voilà. Parlons un peu de ce nouveau mouvement, ce nouveau parti politique, le PCRN. C'est un parti d'opposition, non? Allez demander à son leader. Vous voyez, c'est compliqué. C'est qui son leader? C'est M. Cabral Libi. Ok. Oui, il faut lui demander. Ben, les choses sont claires. Hein. Qu'est-ce qui est clair, président Banda? Non, moi je... Vous n'avez pas la langue... Vous savez, quand on dit émergence de nouvelles forces politiques, ben, chacun a les pouvoirs. Hein. Quand on écarte les forces politiques pour privilégier quelqu'un, tout le monde voit. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Vous comprenez? Non, tout le monde le voit. On est en train de nous écouter. Je n'ai pas envie de faire un procès. On a écarté qui? Je n'ai pas envie de faire un procès. Oui, mais ce n'est pas un procès. Si vous répondez simplement aux questions. Je n'ai pas envie de faire un procès. Non, président Banda, vous répondez simplement aux questions. Je vais vous répondre. Vous savez, je n'ai pas envie de faire une fixation.
Parce qu'on va dire que non. On va me dire qu'il est jaloux. Tu connais ça, non? Toi, tu es victime de ça. On va dire qu'il est même jaloux. Moi, je dis que, mais, tout le monde a vu comment on a écarté l'UPC. C'est devant tout le monde, non? On a écarté l'UPC pour créer un boulevard. Et le PCN en a profité. Mais est-ce qu'on fait ça à tous les partis? Moi, Bandakani et le NMP, on a dit que nous soutenons Paul Biya, que je suis du RDPC. Mais vous avez vu, non? Est-ce que moi, vous avez vu, j'ai que l'appui du pouvoir? Quoi? Moi, on appuie les autres. Donc ça veut dire que vous voyez les yeux, on appuie les autres, non? Mais les autres, on encadre les autres. On les encadre. Le PCN a été encadré. Mais tout le monde a les yeux pour voir. Tout le monde a les yeux pour voir, non? On a écarté, l'UPC a été pratiquement mis hors des élections. Devant tout le monde. Mais il faut dire la vérité. Qui a écarté l'UPC? Mais l'État. Vous privilégiez le ben, PCN. on a créé un boulevard. Tant mieux. Tant mieux pour lui. Et ça vous pose problème? Non. Je fais simplement pour dire que voilà le paysage politique. Vous savez, en politique, il faut analyser les forces politiques. Parce que c'est important. Ils veulent diriger le pays. Elles veulent diriger le pays. Mais quand quelqu'un veut diriger le pays, il faut qu'on étudie sa trajectoire. Il faut qu'on analyse quels sont les intérêts qu'il défend. Au-delà du discours. À ce niveau, vous avez raison de m'interpeller là-dessus pour dire que, mais, il faut faire attention. Quand on voit une force politique émerger, il faut analyser pour savoir qu'est-ce que le fait émerger. Qu'est-ce que le porte? Quelles sont les forces sociales que le porte? Quels sont les intérêts économiques que le porte? Pour le cas du PCN, ouvrez les yeux, chacun voit. Tout le monde est en train de voir. C'est des éléments que vous avez à votre disposition qui vous fait. Non, j'ai pris seulement le fait qu'on a vu comment on a écarté l'UPC. On a vu, tout le monde a vu. Laissez-moi poser la question. On a écarté l'UPC. On a écarté l'UPC. Pour créer un boulevard. On a créé un boulevard pour créer un boulevard. Pour le PCN. C'est ça qui vous dit. Vous dites, bon, si le gouvernement peut faire ça, ça veut dire il n'y a pas véritablement l'opposition au Cameroun. Ce n'est pas le gouvernement qui fait, c'est un baron. Oui, du régime. Bien sûr, c'est un baron. Okay. C'est un baron, c'est ça. Et ils savent pourquoi ils le font. Est-ce que vous avez cité Laurent Esso? Non, je ne cite pas les noms. Vous n'avez pas cité? Ce soir, je ne cite pas les noms. Ce soir? Oui, j'ai eu à citer à une sortie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Rien. On vous a menacé? Vous me connaissez? Oui. Est-ce que moi, on me menace? On ne me menace pas. Les combats que je mène démontrent que moi, on ne me menace pas. Mais je n'ai pas envie qu'on fasse comme si j'avais des problèmes personnels avec les gens. Je pose des problèmes sur la table pour le bien de notre pays. Le tournant que le Cameroun négocie nous oblige à clarifier la nature des forces politiques. Vous vous moquez de l'opposition? Non, ne dites pas ça. Non, en disant que ça n'existe pas une véritable opposition. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit? Au Cameroun, il y a des oppositions. Il n'y a pas une opposition. Okay. Vous généralisez. Vous savez, l'UNDP du président Bolo Magari, ministre d'État, c'est président pour un parti d'opposition, non? Vrai ou faux? Oui, c'est un parti d'opposition. Mais en alliance avec le RDPC. Le parti du ministre Chiroma, c'est un parti d'opposition. Mais en alliance avec le RDPC. Cette alliance lui donne des avantages que tout le monde voit. Mais vous avez d'autres forces politiques qui ne sont pas en alliance avec le RDPC, qui sont des partis d'opposition. Vous comprenez? Vous avez des forces politiques qui soutiennent le président, mais qui sont opposées au RDPC, comme le NMP. Vous avez un paysage politique qui est diversifié. Donc, en généralisant, on fait de la confusion. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous vous opposez... Vous voyez que maintenant, on se comprend. Je vais plus loin. Attendez, je vais plus loin encore. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Nous avons appelé ça, en langage politologique, c'est belle expression, on a appelé ça la complexification du paysage politique camerounais. C'est devenu complexe. Vous comprenez? En réalité, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui, historiquement, ont hérité d'une indépendance formelle. Quand on a tué les patriotes, les pécistes, le Mwandé, le Boumier, tous ces consorts. Ces forces-là, qu'on appelle la grande UNC, pensent que pour que notre pays fonctionne, il faut qu'il dépende de l'étranger. Et vous avez l'autre camp, le camp des épécistes, c'est-à-dire ceux qui ont hérité des combattants de l'indépendance. D'ailleurs, le président, lors de la fête de la jeunesse, a dit à notre jeunesse de prendre pour référence ces héros-là. Je suis très fier de ça. Vous comprenez? Donc, ces deux camps-là, ce camp estime qu'il faut que les intérêts du Cameroun priment d'abord sur ceux de l'étranger. Et que les richesses du Cameroun servent d'abord les Camerounais, avant de voir dans quelle mesure on peut faire des partenariats avec l'étranger.
partenariat entre guillemets. Donc voilà les deux camps. Vous mettez les guillemets. Oui, voilà les deux camps qui s'affrontent au Cameroun. Vous comprenez? Or maintenant, ces deux camps qui ne sont pas fermés, vous avez de la transversalité, c'est-à-dire que les gens entrent et sortent. Donc voilà les deux camps de manière fondamentale qui travaillent le jeu politique camerounais. Donc aujourd'hui, il y a eu une évolution. Vous avez dans le camp, je rappelle les anciens ojulatistes, des gens qui ont évolué, des gens qui estiment aujourd'hui que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils sont au pouvoir, ils sont en dehors du pouvoir, ils bossent, ils travaillent. Moi je les connais plein, ils sont dans l'armée, des patriotes qui aiment ce pays, il y en a plein. Vous avez maintenant des nouvelles forces ojulatistes qui, jeunes, vont demander le soutien de l'étranger. Eux-mêmes, ils vont dire que, pardon, prenez-nous. Nous, on vend le Cameroun moins cher. Prenez. Je vends, je paie. Personne n'a demandé de faire ça. Donc, vous voyez, ce sont ceux-là avec qui nous avons de la peine à marcher. Vous comprenez? Et nous préférons donc soutenir le président Biya, qui a posé des actes patriotiques clairs en refusant de reconduire les accords coloniaux. Voilà pourquoi le Cameroun, vous voyez pourquoi on veut détruire ce pays? Parce qu'il a refusé de signer ça. Nous, on lui apportons le soutien, sans être du RDPC, tout en gardant notre indépendance politique. Et les faits l'ont démontré désormais. Tout le monde sait que nous n'avons aucune alliance avec le RDPC. Vous vous réjouissez quand le président dit qu'il faut rêver comme la jeunesse de 1760, on est en 2020? Oui. Vous savez pourquoi je me réjouis? Non. Parce que c'est rare. Ces gens dont on parle là, ces gens dont on parle là ont été bannis de l'histoire de ce pays. C'est à peine qu'on enseigne dans ce pays qui est Oumyobé, qui est Wandje, qui est Mounié, que déjà la plus haute autorité du pays commence à les présenter comme référence pour la jeunesse. C'est un grand pas pour notre pays. Je suis très fier de ça. C'est ça qui me réjouit. Je ne vends pas les rêves aux jeunes. Non. C'est ça qui me réjouit. Parce que dans tous les pays du monde, ce sont les héros qui sont la référence. Dans tous les pays. Vous allez en France, tous les présidents français rendent hommage à De Gaulle. Ils rendent hommage aux résistants. Pourquoi? Parce que cette mémoire-là ressource la nouvelle génération. Cette mémoire vivifie la vie nationale. Et permet de fonder... C'est Matisse et héros. Et permet de fonder la politique sur des valeurs. Oui, quand le président parle comme ça, vous voulez qu'il fasse quoi? Il parle. Les noms. Le président le dit. Comme, on ne peut pas citer les noms. Bon, chacun a son style. Mais le fait de le dire, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Il l'a fait plusieurs fois. Moi, je prends la peine de lire le discours du président, et je le suis. Il a dit plusieurs fois. Donc, mais nous fonctionnons dans à l'opposition avec la politique que mène le RDPC, mais en accord avec la façon de gérer le Cameroun du président. Je soutiens le président. Oui. Je ne suis pas biaïste. Non, je ne suis pas biaïste. Le biaïsme, c'est une marque déposée, créée par les biaïstes. Ils savent pourquoi. Balaka n'est pas biaïste. Je suis upéciste. Vous comprenez? Mais dans tous les pays du monde, quand les circonstances l'exigent, les fils d'un même pays se donnent la main pour sauver le pays. C'est tout. Revenons. Ça se passe en France partout comme ça. Vous comprenez? Je vais aller plus loin. Vous savez, Clétus, la politique au Cameroun est basée sur le mensonge. On répand la confusion et l'ignorance pour tromper le peuple. Quand on dit régime camerounais, c'est qui? Ce n'est pas seulement Paul Biya, c'est faux. Il n'est que président. Le régime camerounais, c'est l'armée, c'est l'administration. C'est les hommes d'affaires, les forces économiques, ce sont les forces religieuses, les forces morales. Vous comprenez? Ce sont les forces traditionnelles. Tout ça, ce sont le système international qui pèse sur nos pays. Mais quand on parle du Cameroun, on regarde seulement le président Biya. Mais c'est faux. Et les forces politiques... Il y a des gens qui ont été élus. Non. Il y a pas de... Vous savez, dans une néocolonie, j'ai toujours dit, hein, il n'y a pas d'élection en tant que tel. Dans une néocolonie. Nous faisons des plébiscites électoraux, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas d'élection en tant que tel. Vous savez pourquoi? Une élection, ce n'est pas seulement le fait d'aller élire les gens. À quoi ça sert d'élire les gens si vous n'avez pas les leviers de votre souveraineté? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est ainsi. Oui. Sur le plan formel, oui. Oui, c'est formellement souverain. Mais De Gaulle nous a fait un coup. On a eu la souveraineté formelle, c'est-à-dire légale sur le papier, mais c'est arrangé par la violence. La France, par la violence, à nous priver des leviers de la souveraineté. Sur le plan monétaire, sur le plan, avec les accords secrets de défense, qui ont été signés avant l'achat d'indépendance. Est-ce que vous vous rendez compte? Les Français ont signé avec eux-mêmes des accords. Ils nous l'ont imposé par la violence. C'est ça qui est l'histoire. Maintenant, il faut en sortir. Il faut que la souveraineté formelle du pays permette de rattraper la souveraineté réelle.
C'est le combat que nous menons. C'est pas un vieux discours. C'est pas, voilà, c'est pas un vieux... C'est la France. Vous la dites France vous dites que même, coupable, oui. Vieux discours. Oui. M. Macron va montrer que ce n'est pas un vieux discours. Malheureusement pour vous. Le rapport est là. Nous reviendrons sur ce sujet. On va parler de l'actualité avec vous, oui. Banda Kani. On a dit que c'était un vieux discours. Voilà, les faits nous rattrapent. Est-ce que les autres membres du G20, vous vous entendez, vous voyez de temps en temps? Mais ce sont des amis. Vous savez, on a eu à partager un moment de l'histoire du Cameroun. Ça laisse des traces. Tous sont mes amis. Un coup de fil par là. Au-delà de la politique, un coup de fil par là. C'est des vrais opposants. C'est des gens qui adorent le Cameroun. Mais ce sont des patriotes. Oui, ils sont des patriotes. Chacun à son niveau, ce sont des patriotes. Vous savez, je les ai connus dans le cadre du G20. Il y en a comme le président Frisgor, que je connaissais depuis avant, mais d'autres, je les ai connus dans le cadre du G20 écologique, du G20, mais j'ai gardé de bons rapports. Au-delà de la politique, il y a la fraternité est restée. Un coup de fil, comment tu vas, la famille, comment ça va et tout, c'est important. J'ai rencontré des hommes valables, des hommes bien, des gens bien, qui ont du cœur, qui peuvent donner un coup de main quand c'est difficile, qui sont sensibles au sort des autres. Ça c'est le plus important. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Est-ce qu'on vous a appelé pour vous proposer un poste ministériel? Allez demander à Yaoundé. Je pose la question à Banda Kani qui est devant. J'ai eu des propositions. J'ai eu des propositions. Pourquoi avoir refusé? Parce que vous soutenez la façon de gouverner le président Biya, vous devrez quand même accepter pour sauvegarder la souveraineté du Cameroun. Mon cher Cléto, vous savez, dans un pays complexe comme le Cameroun, vous comprenez, il faut savoir qui vous propose quoi. Mais vous jouez à quoi? Attendez, il faut savoir qui vous propose quoi. C'est parce qu'on vient te voir, on te dit, tu sais, je peux te faire accéder à ceci. Que ça suffit. C'est lui qui te dit ça. Il est réellement qui? Qui l'a envoyé? Il faut vérifier tout ça. Vous comprenez donc pourquoi je suis resté ferme sur mes principes. Vous comprenez, vous savez, qu'on se comprenne bien, hein, je suis président d'un parti politique, le NMP. J'aspire à gouverner le Cameroun. Je ne suis pas un nihiliste. Nous ne sommes pas des nihilistes. Vous n'êtes pas aux élections présidentielles tant que le président Biya serait toujours président. Attendez. Nous ne sommes pas des nihilistes. Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas aussi des gens qui, le matin, cherchent les postes. Je ne suis pas un chercheur de postes. Vous comprenez? Il y en a qui cherchent les postes. Moi, je ne suis pas un chercheur de postes. Parce qu'à force de chercher les postes, ça peut vous conduire à tout et du n'importe quoi. Ça peut vous se retourner contre vous-même. Moi, je suis un homme politique qui pose sur la table des problèmes, qui est porteur d'un projet. Si la maturation de ce projet rencontre une offre sérieuse de responsabilité, on ne va pas le deviner. Mais je ne suis pas un chercheur de poste. Je suis un homme libre. J'ai appris à vivre avec peu. Je vous dis que Fanon a dit, je lutte, je vis. Vous savez, comme ce soir on est ici là, je vis, hein, je suis content. Quand je suis sorti ici, j'étais très content. Parce que j'ai échangé avec les tous, qui est un grand journaliste, qui fait de bonnes choses pour le Cameroun. Je suis très content. La politique, ce n'est pas seulement s'asseoir sur un bureau, avoir un poste. C'est proposer les idées. C'est ouvrir les portes de l'histoire. C'est ouvrir les mentalités des gens. Il n'y a aucun poste. Il est héros national. Le Wandi est consort. Il y a beaucoup de personnes that are on the screen. 677-513-5716, 699-1760-34. Vous pouvez nous envoyer les messages, SMS ou WhatsApp à ce numéro-là. Ne nous appelez pas parce qu'on a des personnes qui veulent poser les questions en direct au président Banda Kani. Parlons maintenant du sujet d'actualité. Le président Momo, maintenant le ministre délégué Momo, vous êtes toujours resté en contact? Mais c'est mon ami. Monsieur le ministre... Comment vous lui avez titillé lors de l'interview? Non, je ne l'ai jamais titillé. Et vous savez, les relations que nous avons eues au G20, au-delà de la politique, je vous le dis, sont des relations humaines. Vous comprenez? J'ai eu à parcourir, j'ai fait un parcours avec lui. Sur le front panafricaniste, on a été ensemble. Il y a des choses qu'on a faites ensemble. Je ne cache pas dessus. Donc, je considère que monsieur le ministre, c'est un ami. J'ai gardé de bonnes relations de fraternité avec lui. Vous avez vu la une de Le Messager ce matin? Oui, j'ai vu la une. Exil, demande exil. Bon, vous savez mon cher Clétus, il faut examiner la question. Vous êtes panafricaniste et en même temps, vous voulez avoir la nationalité française. Non. D'abord, quand on lui demande l'exil, c'est trop. Oui, séjour.
quand on dit... Il faut avoir la quand carte de séjour. Non, quand on dit qu'il s'exile, quand même, c'est gros. Oui, mais c'est gros. Non, c'est pas gros. Il a dit qu'il allait demander des papiers, comme normalement, comme beaucoup de ministres camerounais le font, n'est-ce pas? Mais la cohérence de votre combat. Parce que vous avez été dans ce combat de panafricanisme. Je ne suis pas monsieur le ministre. Je ne suis pas monsieur le ministre. Est-ce que vous m'avez déjà pas demandé un jour? Vous m'avez déjà demandé un visa au consulat français? Moi, je n'ai rien contre la France. Je combats l'impérialisme français. Comme De Gaulle combattait l'impérialisme hitlérien, nazi. Bon, maintenant... Non, mais maintenant... le séjour en France. Oui, allez lui demander à monsieur le ministre. Moi, je ne juge pas les actes de monsieur le ministre. S'il va aller en France, s'il va aller à Washington, c'est son problème. Moi, Badakani, je ne cogne pas les portes des ambassades pour avoir des visas. C'est différent le visa et à demander le titre de séjour. Oui, je ne cogne pas les portes pour demander le titre de séjour. On n'a jamais entendu ça. Bon, alors, donc, à chacun ses démarches. Bon, moi, je ne parle pas à la place de monsieur le ministre. Vous ne parlez pas à la place de monsieur le ministre. Voilà. Le massacre de Ngabou, c'était le 14 février. Le 14 février, président Banda, vous étiez où quand vous avez appris? Non, j'étais à Douala, j'étais chez moi. Oui. Je regardais la télévision, les médias, quand moi je m'informe chaque fois. J'ai pris l'information en cours comme tout le monde. J'ai appris qu'il y a eu massacre entre guillemets, en attendant que la commission d'enquête donne ses résultats. Mais vous savez, chaque fois qu'une personne humaine tombe, c'est triste. Chaque fois qu'on perd une vie, c'est triste. Parce qu'une vie peut changer le monde. Vous voyez, les grandes choses que le monde a créées, que le monde voit, vous comprenez, sont l'œuvre, n'est-ce pas, sont l'œuvre des génies. Et vous savez, quand une personne meurt, vous ne savez pas si c'est un génie qui est mort là. Vous n'êtes pas sûr que celui qui est mort là, n'est-ce pas, aurait pu apporter des choses importantes à l'humanité. Donc une vie qu'on perd prématurément, qu'on perd accidentellement, c'est dommageable pour un pays, c'est triste. Mais là, tous les radars... Je voulais d'abord m'incliner devant les morts. Maintenant, tous les radars sont braqués contre le Cameroun aujourd'hui, c'est ce que les gens disent. Human Rights Watch vient de faire un rapport. On a vu le président français devant cet activiste camerounais Thiam, Kalibi Kalibro, qui parlait du règlement de ce problème, qui va mettre la pression pour régler ce problème. On a les prix Nobel de la paix qui parlent de massacre odieux, qui condamnent ce qui s'est passé à Ngabou. Les Nations Unies aussi qui sont en train de mettre la pression sur le Cameroun aujourd'hui. Votre analyse? Non, vous savez, si le monde veut s'occuper des massacres, il y en a partout. Alors nous parlons massacre au Yémen. On massacre en Syrie. Alors on ne devrait pas s'intéresser aussi au Cameroun. C'est vous qui avez parlé de... Vous convoquez des prix Nobel, machin et consorts. Au Yémen, on massacre. Au Mali, on massacre. Au Burkina Faso... C'est pas trop faible comme argumentaire? Je dis, c'est fort comme argumentaire. Puisque c'est vous qui parlez de massacre. Donc ça veut dire si on tue les gens au Cameroun parce qu'on tue au Yémen, il ne faut pas s'intéresser. Ce que je veux dire, c'est que les mêmes gens se taisent ailleurs. Pourquoi? C'est tout ce que je veux dire. Je n'ai pas dit que c'est bon de tuer au Cameroun, je ne l'ai jamais dit. Je suis allé en prison pour ça. J'ai donné les leçons à recevoir de personnes par rapport à ça. Il y en a qui découvrent ça aujourd'hui. Moi, je suis allé en prison plusieurs fois pour les droits de l'homme, les vrais. Pas pour me servir de ça comme font le commerce politique. Donc, pourquoi on braque les regards sur un point et ailleurs on ferme les yeux? Voilà ma question simplement. Donc, ça veut dire qu'il faut fermer les yeux partout? Non, il faut ouvrir les yeux partout. Si on veut faire, si c'est même l'affaire le droit de l'homme, il faut qu'on ouvre les yeux partout. En tant qu'homme politique, vous ne restez pas au Cameroun pour analyser cette situation au Cameroun que d'aller ailleurs? Quand on parlait de l'ONU, l'ONU c'est le Cameroun. Oui, mais l'ONU parle du Cameroun. Mais l'ONU c'est pas le Cameroun, c'est une décision internationale. Vous voyez que c'est un problème international. Quand la France se mêle avec son fameux président, pourquoi il se mêle? Pourquoi? Quand ces gens-là se mêlent, c'est plus une affaire camerouno-camerounaise. Donc, je suis donc obligé, moi, de faire la part entre les choses. C'est-à-dire que ce que vous appelez pression internationale et ce problème camerounais. Mais comme c'est inséparable, je suis obligé de poser les vraies questions sur la table. Oui, mais ce monde-ci ne s'occupe pas des droits de l'homme, les tous. Ce monde-ci, il est violent. Cette communauté internationale est la plus grande, c'est elle qui viole plus que tout le monde les droits de l'homme. Mais quand elle commence donc à mettre les yeux quelque part, il faut se poser des questions. Parce que l'intérêt, ce n'est pas les droits de l'homme. C'est autre chose. Donc moi, c'est l'instrumentalisation de la vie des gens. C'est l'instrumentalisation de la mort.
à des fins politiques, à des fins géopolitiques que Balakani n'accepte pas. Vous comprenez? Si on veut qu'on parle des mots, on en parle. Personne ne peut être d'accord avec ça. Qui peut être d'accord avec ça? Personne. Mais c'est pas la communication gouvernementale... Attendez. Vous savez, vous voulez qu'on parle de cette affaire avant le massacre. Il y a des gens sur Internet qui ont dit qu'il y aurait un massacre. Une certaine Elisabeth qui l'a... Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais elle a annoncé quelque chose qui doit arriver. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas que un massacre, mais vous dites qu'il y aura un massacre. Ça veut dire qu'il y a une préméditation. Ça veut dire qu'il y a une programmation. Et puis, dans ce point-là, parlons-en, mon cher Clétus. Mais quand on massacre les Mbororo, qui parle des Mbororo? On les massacre. Lorsque les Amazoniens massacrent leurs frères anglophones, entre guillemets, qui ne sont pas d'accord avec eux, qui parlent de ça? Pourquoi on s'éteint? Pourquoi c'est la tête chercheuse? Je pose seulement ces questions-là sur la table. Et du coup, je ne m'embarque pas. Et maintenant, quand on passe le temps à vouloir diaboliser l'armée du Cameroun, la diaboliser, alors qu'on sait qu'on est en guerre, et qu'on a imposé au Cameroun une guerre qu'il n'a pas demandé, et que dans tous les pays du monde, l'armée a pour fonction non seulement de sauvegarder l'intégrité du territoire, mais de protéger la vie des personnes et leurs biens. Et que l'armée, dans ce rôle, quand elle fait la guerre aux Amazoniens terroristes, dans tous les pays du monde, les États font la guerre aux terroristes. La France le fait. Quand les Corses réclamaient leur indépendance, qu'a fait la France? C'était avec les bonbons, elle a fait la guerre aux Corses. Ce n'est même pas fini. Alors nous parlons en Espagne. L'affaire des Catalans. L'État espagnol fait la guerre aux Catalans. Et que là-bas, chez les Catalans, les leaders ont été élus démocratiquement. Carles Puigdemont a été élu. Mais on lui a dit, il met pas, on l'arrête. Le président a dit, nous sommes attachés à l'unité de l'Espagne. La France a dit, l'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Trump a dit, l'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Pourquoi quand c'est le Cameroun, c'est pas la même chose? Qui a dit que l'unité du Cameroun n'était pas... Je parle dans le catalan. Non, parlons du Cameroun. Non, quand c'est le Cameroun, oui. On met les Amazoniens sur un même pied avec l'armée du Cameroun. Alors que l'armée du Cameroun, vous pouvez identifier qui a fait un crime. Est-ce que vous pouvez identifier un Amazonien quand il tue? Si vous ne l'arrêtez pas. Le président. Non, attendez, moi je donne le fait. Aussi. Est-ce que s'il y a des abus, il ne faut pas que. Il faut sanctionner. Il ne faut pas sanctionner. Il faut parce dénoncer. que votre discours semble être non. Il n'y a pas d'abus. Je n'ai jamais dit ça. S'il y a l'abus, il faut qu'on parle là-bas, regardez. Je n'ai pas dit ça. Quand il y a des abus, non, il ne faut pas. Je ne veux pas. Oui. Est-ce que quand il y a des abus, il ne faut pas sanctionner? Il faut dénoncer. Il faut sanctionner. Le Cameroun, on sanctionne. Plusieurs militaires sont aux arrêts. Vous le savez très bien. Plusieurs militaires sont aux arrêts. Il y a un élément qui a mis aux arrêts. On a l'impression que le président ne vous écoute pas avec ses commissions d'enquête alors. Il a fait une bavure. Non, je n'ai pas envie qu'il m'écoute. Je ne suis pas son conseiller. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que ne diabolisez pas l'armée du Cameroun. Moi, je ne peux pas accepter ça. Quand les gens utilisent les détractions de quelques éléments pour diaboliser toute l'armée, je ne peux pas accepter ça. D'autant plus que ceux qui donnent les leçons là, les Américains, les Français, les Anglais, sont les plus... C'est-à-dire ils violent le droit de l'homme tous les jours. Sur cette terre, personne ne le juge. Il faut faire la différence entre les choses. Moi, c'est pour qu'on juge ceux qui commettent des actions. Vous savez ce qu'on appelle rapport de force en politique dans la géopolitique? Ah bon? Non. Je pose juste une question. Non, oui, je sais. Ouais. Dans le rapport de force, c'est pas le droit, M. Clétus. Qu'est-ce qu'on fait du droit? Vous savez dit dans la République que justice is the interest of the stronger, président Bada. No, I don't agree it, Mr. Clétus. I don't agree it. It's not true. It's not good. Rapport de force. It is true, but it's not good. It's not true. That's what is happening. It's not true. It's a fact. It's not true. Yeah, but no, a fact is different. It's different from true. You see? Donc, un fait n'est pas la vérité. Vous comprenez? Donc, je suis en train de vous dire que moi, le rapport de force, c'est une chose en politique, oui. Mais le droit, c'est mieux. La justice, c'est mieux. Ces gens ne sont pas justes. Vous comprenez? Là, on va aller... Oui. Un bandit ne peut pas dire à un autre bandit, tu es un voleur. Tu es un voleur. Arrête de voler pendant que lui vole. C'est inacceptable, c'est immoral. Qu'on s'entende bien. Tout élément de la mairie comme un crime doit être jugé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il doit être sanctionné. Mais bon sang, l'établissement le conteste. Cette armée est en guerre. On lui a imposé une guerre. On veut diviser notre pays. Et ceux qui veulent le faire sont soutenus par les Américains et les Français. Comme ils ont fait ailleurs. Pour casser le pays,
on doit laisser faire. Quand les gens vont prendre la population en otage pour se confondre avec la population, l'armée fait quoi? C'est difficile. C'est du chantage. C'est compliqué ce terrain-là. Donc moi je dis, chaque fois qu'il y a des actions, quand c'est établi, il faut sanctionner sévèrement les coupables. Mais au moins l'armée du Cameroun, on peut dire à tel militaire, toi tu as tel matricule. Les Amazoniens, là, ils ont quel matricule? Quand ils tuent, qu'ils les arrêtent. Quand ils tuent là, quand ils tuent, qu'ils les arrêtent. C'est pas à moi de maintenant, répondre à la question, c'est pas à vous. des questions. Non, c'est pas à vous. Mais à travers vous, je parle à leur soutien. Les Américains hébergent les terroristes chez eux. Ceux qui financent ces crimes, les Américains les hébergent. Les Français font pareil. Double jeu avec le Cameroun. Pendant qu'ils marchent, pendant que le président est l'ami des terroristes. Le président français. Il est l'ami des terroristes. Vous affirmez... Calabra, Calibri, comme vous appelez là, c'est quoi? Vous l'appelez terroriste par rapport à Allez voir son passé. Allez voir son passé. Vous pouvez nous parler son nom là vient d'où? Son nom là vient d'où? C'est-à-dire? De son amour pour certains types d'armes. Son nom vient le nom Calabra, Calibri. Donc c'est un terroriste. Ben, c'est établi, il a été de votre jugement, lui-même il dit, il parle de son parcours lui-même. Et puis il est parmi les gens qui ont saqué notre ambassade. Vous le savez, non? C'est quoi ça? C'est pas un acte terroriste. Et ils l'ont fait protéger par la France. Et son président là vient de donner le leçon au Cameroun. C'est tout ça qui n'est pas bien, M. Clétos. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que Macron a dit qui vous a vexé, président Banda? Qui est Macron? Oui, le président Macron, le président de la France. Le président de la France. Ce monsieur-là n'a jamais rien dit de bon dans sa vie. Vous voyez pourquoi en France on ne l'aime même pas. Il est impopulaire, il est incompétent en France. Incompétent. Oui. Quand il passe en France, qu'est-ce qu'il a dit? J'arrive. Non, quand il passe en France, on lui jette les yeux partout. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent dans le discours, dans ce qu'il a dit, cet entretien avec Khalid Kalebro? Dites-nous. C'est incohérent d'abord de... Laissez-y les populations parler dans son pays. Oui, donne les leçons, pourquoi? Parlons de cet entretien. Alors je dis bien que, d'abord, c'est incohérent et léger de mettre les affaires diplomatiques dans la rue. C'est plutôt. C'est indécent. C'est honteux. Pour quelqu'un qui prétend être le président de la France. Deuxièmement, quoi? De parler des affaires diplomatiques avec Calibro Calabra. Avec Calibro Calabra. Calibro Calabra, c'est qui? Qui l'a mandaté? Bon, le mot activiste sort d'où? C'est vous qui avez inventé ça? Non plus. Non, ça sort des cuisses des Occidentaux pour détruire des pays. N'importe qui est activiste. Vous voyez un président, que vous appelez président là. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez activiste des droits de l'homme et que vous êtes allé en prison par rapport à ça. Que veut dire activiste? Moi j'étais un militant politique. Militant politique. J'étais un activiste. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, je vous donne les faits. Oui. Un prétendu président. Parce que il est président. Quand on descend bas, on vous traite comme vous êtes. Il est président de la France. Un prétendu président qui traite les affaires diplomatiques de son pays. Monsieur Bandakani, Macron est le président de la France. C'est mon droit, je dois le parler. Oui. Ne m'imposez pas de l'appeler président de la France. Je dis que ce prétendu président. Oui, alors, c'est aussi un fait qu'il a déshonoré sa fonction. Lorsqu'un président de la France. Non, les faits sont là. Qu'est-ce qu'un président français fait avec Calibra Calabri? Donc, un président ne doit pas se retrouver avec les gens. C'est un demi-dieu. Oui. Et choisi. Oui. C'est grave, parce qu'il y a un gilet jaune qui voulait parler avec lui. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a massacré. Non, je vous vois. On l'a massacré. Je sais ça. Je parle de ça. Activiste camerounais et le président français. Oui. C'est quoi? Oui. C'est quoi? Macron parle de quoi? J'ai mis la pression pour la libération de Maurice Kamto. D'abord, c'est du n'importe quoi. Ah, il dit n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous avez la vérité? Parce qu'il le dit, c'est vrai. Est-ce que vous avez la vérité? Macron a la vérité. Non, je pose une question. Quelqu'un qui a déjà menti plusieurs fois. Dans la même interview, il a menti. Donc, vous voyez qu'il a menti. Puisqu'il dit qu'il a fait la pression pour que tu sais qu'il devient président. C'est un mensonge. Puisque le candidat français... Il a dit que l'Union européenne et les autres... Et lui, et la France, il a dit lui. Oui, lui aussi, il y a l'alternance au Congo. Mais c'était faux. Il a cité non le titre. Oui. Il a cité. Il y a l'alternance. Non. Ne l'aidez pas, mon chef. Ne l'aidez pas. Monsieur Macron a dit que c'est grâce à leur pression, dont lui. Y compris. Que tu sais qu'il est devenu c'est faux. Leur candidat était Fayolo. Le Rian l'a dit. Mensonge. Donc, quand un président là, ce que vous appelez président, descend à ce niveau, vous voulez que je me fie à sa parole, il dit qu'il a fait la pression pour qu'on le M. Kamto, c'est faux. Je vous demande, pourquoi c'est faux? Les dispositions légales du Cameroun qui donnent le pouvoir au président d'arrêter des mesures, c'est lui qui a imposé ça. C'était fait avec qu'il devient président. C'est juste une coïncidence. Laissez-moi poser la question. C'est vous le patron ici. Est-ce que c'est une coïncidence donc avec la visite du président à Lyon, la libération de Maurice Kamto, le grand dialogue national? C'est une coïncidence? Écoutez,
Ils ont fait pression pendant 9 mois, non? Le président, comme toi, fait combien de temps en prison? Comme ils sont trop forts, là. Répondez vous-même. Non, moi, c'est une question de réponse. Non, vous n'êtes pas là pour me poser des questions. Je suis d'accord avec vous. Oui. Non, je peux simuler une question Oui. pour faire une réponse. Donc, si c'était très fort, le président Kamto aurait été libéré un jour, 2 jours après son incarcération, 9 mois. Non, il manque encore quand il cite le nom de Kamto. Mais il n'est même plus que ça. C'est de la récupération. C'est une manœuvre vous ne vous politique. dites pas, président Bandakani, que cette commission d'enquête qui a été créée juste après cet entretien de Calibro et le président français Emmanuel Macron et la commission d'enquête pour le massacre de Ngabou, c'est toujours cette pression qui vient de la France? Il n'est pas le seul qui en a parlé. L'ONU en a parlé, non? Beaucoup de voix ont parlé au Cameroun, n'est-ce pas? Si le président a entendu sa voix et dit je veux clarifier, pour justement confondre ces gens-là, c'est une bonne chose. Oui, ce n'est pas la pression. C'est une bonne chose. Mais dis donc, la France a fait les commissions sur quoi? Tous les crimes de la France. Il y a eu une commission un jour. On a attrapé les soldats français qui détruisaient les enfants en Centrafrique. Qu'est-ce que M. Macron a fait? Non-lieu. Ils ont quelle leçon donné à qui? Les Français, M. Hollande, vous ne vous confortez pas dans ce truc où vous voyez, vous le faites chez soi. Non, c'est pas ça. Juste une question. Hein. On est dans un monde. Ne vous intéressez pas parce qu'on peut aussi commettre des crimes. Non. On est dans un monde qui est désormais global. Planétaire. Mais, quel est ce village planétaire où il n'y a qu'une famille, il n'y a que les familles pauvres et faibles qui sont l'objet de la pression du village? On ne fait pas la pression sur les notables, les grands notables, les grandes familles. C'est ça votre monde aujourd'hui. On dit que c'est un village global, mais c'est un village déséquilibré, où les forts, comme vous les appelez, violent le droit, violent la loi, ne respectent rien, sont des États voyous, personne ne les juge. Mais on juge les faibles. Et pourtant, ces problèmes sont créés par eux. La crise anglophone, c'est-à-dire aujourd'hui, est une création des Occidentaux. Je dis bien les Américains. Rejoint aujourd'hui par les Français. Comment régler ce problème donc, président Bandakani, la crise? Il y a une dynamique, Comment régler le problème? Il faut continuer avec la guerre ou ce que je voulais dire, c'est avant de continuer, celui que vous appelez président de la France, là, qui ferme sa bouche, il n'a aucune leçon de l'eau au Cameroun, aucune. Surtout pas lui. Hein. Ah, c'est surtout pas lui. Parce que les relations que la France a avec le Cameroun sont des relations terribles. S'il faut soulever le pouvoir de la Mamlik, ça va exploser. Surtout pas lui. Parce que mais ça vous arrange. Non, laissez-moi. Oui, je vous laisse. Non. Oui. Je vais vous laisser. Ça vous arrange quand le France bloque toutes les résolutions de l'Union européenne. Ils n'ont rien bloqué. La France, aux Nations Unies, j'ai vu un député français à l'Assemblée nationale, vous pouvez aller, c'est online. Un député, oui. Qui a dit que la France a refusé de voter les résolutions qui devaient mettre le Cameroun en mal. C'est le seul pays qui a refusé de voter. Il dit la France a un droit de veto. C'est le seul pays qui a refusé de voter. Laissez-moi poser la question. Voilà. Quand la France soutient le Cameroun, c'est bon pour la France, vraiment, c'est un pays ami. Non. Mais quand la France critique le Cameroun, il faut diaboliser tout de suite. Et c'est ce que Macron a dit dans cet entretien. Quand c'était, on nous traite des complices, quand on parle d'ingérence. Je vous répondre rapidement. Oui. La France n'est pas le seul pays avec droit de veto à soutenir le Cameroun à l'ONU. Vous le savez, non? Vous le savez, ce n'est pas le seul pays. Mais si quelqu'un me soutient si quelqu'un me soutient parce qu'il a intérêt à le faire, ce n'est pas un exploit. La France a intérêt à le faire. Parce qu'elle vit grâce aux pays africains. Quel pays? Et elle n'est même pas reconnaissante. Vous comprenez? Ce n'est pas un cadeau. En soutenant le Cameroun à l'ONU, la France n'a pas fait un cadeau au Cameroun. D'abord, elle a tellement pillé le Cameroun que ça ne vaut même rien par rapport à ce que... C'est quoi ce machin-là? Est-ce que nous, on se met des affaires de la France? Quand la France allait détruire la Libye par Sarkozy, nous, on s'est mêlé. Qui a jugé Sarkozy en Libye? Il y a un gouvernement en Libye. Il y a un procès contre Sarkozy en France. C'est pour la Libye. L'affaire Big Malion. Il va aller en prison. Hein. Non, je dis qu'on l'envoie à la CPI. Il faut l'attraper, l'envoyer à la CPI. Vous comprenez? Qui a jugé Bush? Hein? Ce petit malade mental là, qui a détruit l'Irak, qui l'a jugé? Il dort tranquille chez lui là-bas aux États-Unis. Ils ont menti, ils ont pendu un président, ils ont mis un pays à faire à ça. Jusqu'aujourd'hui, les gens jamais en Irak. À la Côte d'Ivoire. M. Sarkozy allait arrêter un président dans son palais. On a humilié son épouse. Et on a envoyé un innocent à la CPI. Pourquoi dire qu'il était innocent? Mais vous continuez à se dire des choses comme ça? Regardez aujourd'hui le Mali. Les Maliens disent aux Français de partir. M. Macron dit c'est un sentiment anti-français. C'est quoi ça? Vous voyez?
Quand les Maliens soutenaient la France, c'était bien. Mais les mêmes Maliens disent, pactez. Vous comptez des actions sur les populations. Vous tuez les populations. M. Macron dit c'est un sentiment C'est le même scénario pour le Cameroun? Exactement. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Monsieur Macron, est-ce que vous ne vous donnez vous voulez pas... me faire croire, oui. Vous voulez me faire croire que M. Macron dit nous aime trop. Lui là, il nous aime trop. D'abord, il aime d'abord qui? Il va d'abord aimer. Ses goûts sont bizarres. Bon, ce n'est pas le débat de ce soir. Je suis en train de dire donc que ce monsieur-là, il fait ça pour le bien du Cameroun. Il nous aime trop. Il nous aime trop. Vous voulez qu'on parle de ce que les Français font au Cameroun? Vous voulez qu'on parle de Bolloré? Monsieur Macron, les gens interpellés Bolloré, c'est ce qu'il fait au Cameroun. Lorsque M. Bolloré a tué les gens à Cambrai, c'est lui qui a tué. Il y a eu un rapport d'enquête. Il y a eu un accident. Non, non. Le rapport d'enquête établit le 21 sa responsabilité. Octobre 2016. Monsieur Clétous. Cette crash de Cambrai. Il y a eu un ministre de transport qui aurait conseillé qu'on ajoute les bus. Mon cher ami, le rapport d'enquête commandé par le chef de l'État établit directement la responsabilité de M. Bolloré. Ce n'est pas moi qui a fait c'est le président qui a commandé l'enquête. Alors je vous parle même. Les incriminés ne sont même pas en prison. Ils se baladent. Pourtant, ils sont incriminés. Bolloré a dédommagé. Il a payé. Il a payé quoi? Vous appelez ça dédommager? Si l'État du Cameroun est d'accord avec le montant qu'il a donné. L'État n'est pas d'accord. C'est parce que Bolloré a ses agents dans l'État. Il y a les agents de Bolloré dans l'État qui soutiennent. M. Macron ne voit pas ça. Quand il pille le port, il prend le port sans libérer le capital. Il dit qu'il a donné 600 millions, droit d'entrée. Il n'y a aucune trace. Les syndicats du port ont porté plainte à Paris pour dire que ce monsieur, c'est un escroc. Il n'a pas libéré le capital, là, c'est faux. Il n'y a aucun titre libéré. Macron a dit quoi? On ne voit pas ça? Il sait seulement parler avec Calabri. Il s'est seulement refusé de recevoir un gilet jaune et de recevoir Calabri. Tout ça, c'est un montage géopolitique pour embêter le Cameroun. Président Banda, on va prendre une transition pour que Yam Douma puisse vous poser quelques questions. Je vous en prie. Oui, intimes. La transition, juste derrière Yam Douma. Cette rubrique qui va faire une balade comme ça dans votre intimité, comme le sénateur Je vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, on vous appelle le jeune loup aux dents longues de la politique camerounaise. Ça, c'est en domaine de politique. Est-ce qu'en amour, c'est pareil? Est-ce que vous êtes un jeune loup de l'amour, si on peut le dire comme ça, un jeune loup aux dents longues? Demandez à mon époux si elle considère que je suis encore un jeune loup. J'étais jeune loup quand je voulais la séduire. Bon, maintenant, je l'ai épousée. On a fait 3 beaux petits-enfants. Et on a adopté près de 100 enfants. J'espère que nous encadrons. Donc, je considère que je suis encore un jeune loup. Parce que je continue à la séduire tous les jours. N'est-ce pas? Okay. Oui, c'est un combat de tous les jours. Ok, parlant de séduction, qu'est-ce que vous faites généralement pour séduire votre épouse? Je crois qu'elle a... je reste moi-même. Vous comprenez? Mes choix de vie, je n'ai pas changé ces choix. Et elle m'a aimé avec ses choix de vie. Je pense que plus j'approfondis ces choix, plus je m'engage davantage, plus elle est toujours séduite. D'accord. Ouais. Alors, vous parlez tout à l'heure d'avoir 3 enfants et plus de 100 adoptés. Ouais. Ces 100 adoptés, vous vivez avec ou alors ça se passe comment avec ces enfants? Non, ils sont autour de moi. Non, ils ont leur maison. Il y en a que j'ai eu à héberger. Et voilà, on vit comme ça. C'est une communauté d'amour, c'est une communauté de partage. Et c'est une communauté spirituelle. Vous savez, moi, mon maître s'appelle Jésus-Christ. Je ne suis dans aucune religion. Je n'ai pas de religion. Mais mon maître s'appelle Jésus-Christ. Donc nous partageons des valeurs spirituelles. Nous partageons certains principes fondamentaux de la vie. Voilà, c'est ça qui nous unit. Voilà, on partage tout ça. Et j'assume ce rôle-là d'aîné, voilà, d'encadreur. Je suis très content de voir que
Ils sont attachés à des valeurs. On est attaché à des valeurs. Dans un monde qui croit plus aux valeurs, dans un monde où les anti-valeurs remplacent des valeurs, c'est un challenge de s'accrocher à des valeurs. Alors, dites-nous un peu, quand vous n'êtes pas en train de parler de la politique, quand vous n'êtes pas avec madame, qu'est-ce qui vous occupe au quotidien? La lecture. Et vous lisez quoi exactement? Oh, je lis tout. Je lis tout. Je lis tout. Des romans? Je lis tout. Et on peut avoir le nom comme ça d'un livre que vous avez lu peut-être dernièrement ou qui vous a le plus marqué? Là, actuellement, je suis en train de revisiter le livre de Sami Amin, qui est décédé. C'est un des plus grands économistes africains, même du monde, qui est décédé. Là, je suis en train de lire aussi un livre sur la prédation économique, ce qu'on appelle les assassins économiques. Ces gens-là qui détruisent des États, qui font de la spéculation et mettent les États à genoux. Je suis en train de lire un livre, n'est-ce pas, qui développe la technique, qui nous instruit sur les procédés qui sont les leurs. Je suis en train de faire ces livres-là. Mais en dehors de ça, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique. Un artiste que vous aimez particulièrement? J'adore Djinabel. J'aime beaucoup Djinabel, Bob Marley, le grand Manu. J'aime tous les rythmes du Cameroun. Je suis universel dans mes rythmes. Alors, je vais revenir à vos propos que vous avez dit plus tôt dans l'introduction de l'émission. Vous disiez que vous aimiez la politique depuis tout petit. Et que vous la faites avec passion. En fait. Alors, dites-nous comment est-ce que ça se passe quand vous voulez peut-être convaincre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous voulez convaincre quelqu'un, mais pas dans le cadre de la politique. Je veux parler comme ça des femmes. En dehors de votre épouse, bien sûr. Si vous voulez convaincre une femme, qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous allez toujours avoir tendance ou alors recours à des propos qui tendent vers la politique? Ou alors, je ne sais pas comment ça se passe. Dites-nous un peu comment ça se passe. Non, c'est difficile parce que je ne peux pas dire que je ne fais pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que, bon, convaincre les femmes peut-être pour qu'elles entrent en politique, oui. Non, j'ai dit en dehors de la politique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de ce que vous ne faites pas. C'est-à-dire qu'à part votre femme, vous n'avez jamais dragué ou alors fait la cour d'une autre femme? Ça vous surprend? Non, je pose juste la question. Je voulais dire que mon maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appris des valeurs de fidélité. D'accord. Je ne juge pas les autres. Je juge personne, mais moi, je suis fidèle à mon épouse. Jamais été tenté comme ça de découcher ou de tromper votre épouse? Pas de tentation? Non. Ou alors, Ben, il y a les belles femmes, on les voit passer, elles sont belles. On ne peut pas dire qu'on est indifférent. Ça s'arrête là. D'accord. Ça s'arrête là. Et à chaque fois que vous parlez de votre épouse, on voit ces étincelles dans vos yeux là. Qu'est-ce que vous faites généralement pour lui faire plaisir? Persévérer dans mes choix de vie. Parce que c'est ça qu'elle a aimé. C'est-à-dire? Mes choix de vie, ce combat que je mène. Ce combat que je mène et j'essaie d'être attentif. Vous savez que la politique est très absorbante. Mais j'essaie d'être attentif à mon niveau, n'est-ce pas? Je fais tout avec elle. Tout comme quoi, par exemple? Tout. Mes combats, tout. Nous sommes très proches, on partage tout. On partage tout. Et elle partage vos avis politiques également? Mais c'est ma première conseillère. D'accord. Alors, et comme plat favori à la maison, vous aimez qu'on vous fasse quoi? Oh, moi j'aime beaucoup le riz. Oui, avec quelle sauce? Non, avec la sauce d'arachide, sauce tomate, mais j'aime beaucoup le riz. C'est une habitude alimentaire que j'ai prise depuis l'enfance, parce que bon, on n'est pas d'une famille riche, donc on se contentait de manger le riz. J'ai pris l'habitude. Mais j'aime aussi beaucoup le couscous avec les légumes. C'est ce que j'aime. Oui, mais il y a un plat royal que j'aime, c'est le plat de pistache. D'accord. Avec l'igname jaune. D'accord. Voilà. Alors, et quand vous êtes à la maison également, est-ce que vous vous amusez souvent à faire comme ça des petites tâches domestiques? Si oui, lesquelles? Je le faisais avant. Et pourquoi? Je lavais les habits de mon épouse avant. Et les sous-vêtements aussi? Oui, je faisais ça avant, mais j'ai plus le temps. Et parlant de temps, on dit généralement que les hommes politiques n'ont vraiment plus de temps pour leur famille ni pour leurs épouses. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous êtes tout le temps parti, vous êtes tout le temps dans la politique, au point de léser madame et les enfants? J'essaie de concilier les deux. Ça veut dire que vous êtes quand même, vous reconnaissez que vous êtes absent de temps en temps? J'ai la chance que je fais tout avec elle. Elle est militante engagée du parti. C'est pas qu'elle n'est pas en dehors du parti. Elle est militante engagée, donc ça fait qu'on fait tout ensemble. Vous voyagez ensemble? Oui, quand ça arrive, on voyage ensemble. Et les enfants restent avec qui en tout temps? Je ne vais pas rester avec leur tante, des aînés. Elles ont des aînés parmi les centaines d'enfants que j'encadre. Il y a des aînés. Est-ce que vous n'amenez pas madame, peut-être parce que vous avez peur d'aller ici et que d'autres personnes comme ça, entre parenthèses,
entre guillemets, et s'accaparer d'elle? Est-ce que c'est pas par peur de la perdre ou alors c'est strictement professionnel? Non, j'ai confiance en elle, elle a confiance en moi. Je pense que, comme je dis souvent, je n'ai pas trouvé mieux qu'elle. Je ne trouverai pas mieux qu'elle. C'est réciproque. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, ça va bien comme ça. Alors, j'ai 3 éléments sur la table. J'ai la cigarette, j'ai l'alcool et j'ai le sexe. Vous retrouvez donc quoi exactement? Je ne fume pas. Oui. Je ne fume pas. Oui. Je ne bois pas. C'est-à-dire que je ne suis pas un alcoolique. Oui. J'aime du vin. Je bois du vin. De temps en temps. Oui. Mais je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas un amateur d'alcool. Vous êtes... suis pas un amateur d'alcool. Ça veut dire que vous avez le penchant pour le sexe alors? Avec mon épouse, oui. Bah, pourquoi insister? On parle bien de... Non, mais le sexe. Vous pouvez vous dire que... je n'ai pas... Attends, quand on dit d'un homme qu'il aime le sexe, ça suppose qu'il a plusieurs conquêtes. Non, pas forcément. Est-ce que vous aimez le faire? C'est-à-dire à quelle fréquence? Avec mon épouse. Chaque fois qu'on peut faire... Même pendant vos voyages d'affaires? Chaque fois qu'on peut faire. Partout où c'est possible, on le fait. Même pendant une séance comme ça, c'est pas trop... Partout, s'il y a une possibilité de le faire, on le fait. D'accord. C'est légal, c'est mon épouse. D'accord. Voilà. Alors, monsieur président Bandakani, si vous étiez président de la République du Cameroun, qu'est-ce que vous changerez si on vous donnait cette opportunité d'être président? Juste en une semaine, qu'est-ce que vous allez changer exactement? Première mesure à prendre, si tu es président de la République du Cameroun, les familles. La famille, occuper de la famille. C'est-à-dire quoi? Vous savez, on a... La plupart des problèmes que nous avons, contrairement à ce qu'on croit, c'est parce qu'on n'a pas compris que la cellule de base, la première entreprise économique d'un pays, c'est la famille. C'est-à-dire, vraiment, je mettrai sur la table d'abord la famille. C'est-à-dire que, et vous voyez aujourd'hui, tous ces dérapages que nous dénonçons, les enfants qui tuent leurs enseignants, pour ne parler que de ça. Vous voyez, ça vient de quoi? Parce qu'il n'y a plus une matrice qui structure les valeurs. Et ça commence par la famille. Vous voyez, mais nous, aujourd'hui au Cameroun, s'il y a une institution qu'on a oubliée, c'est la famille. Vous voyez, nos États courent derrière des chiffres de croissance à 2 chiffres. On court derrière la conformité aux exigences du FMI. Mais on a oublié que l'économie d'un pays a pour socle la famille. Parce que la famille produit ce qui est le plus important, l'être humain. C'est bien ta famille qui produit ça. C'est-à-dire, quelle famille, je dis l'homme et une femme. Hein? Bien sûr. Pas l'homme et un homme. Hein? Je dis l'homme et une femme. Donc, c'est ça qui produit l'homme, la famille. Bon, on a négligé ça. Et la plupart de nos problèmes viennent en grande partie, n'est-ce pas, de cet handicap-là, de ce manquement. Pardon, c'est la seule chose à laquelle vous pensez. C'est pas vous avez dit la première mesure. Oui, oui. Et la deuxième, première attention. Non, il faudra s'assurer que les rouages de l'État fonctionnent. C'est-à-dire que les différentes structures de l'État fonctionnent. Il faudra s'assurer, parce que c'est important. Un chef d'État, si la machine étatique ne fonctionne pas, il ne peut rien faire. Hein. Parce que l'instrument qu'un chef d'État a sous la main, c'est l'appareil d'État. Donc il faut s'assurer que l'appareil d'État fonctionne et que les différents rouages de l'État marchent bien. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Président Bandakani. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était réciproque pour moi. Je vais retourner l'antenne au sénateur Clétos pour la suite de l'entretien.
her name is Verumitina Musika. Président Bandakani. Ouais. Moi, j'ai adoré l'entretien avec Yamdouma. Oui. Moi aussi. Moi aussi. Et le clip, c'est vous qui avez choisi. Pourquoi cette chanson de ce jeune qui est Verumitina? C'est Roth. Racine. Vous voyez, c'est très original. Les couleurs sont très bien harmonisées. Elles sont originales, bien harmonisées. Et il y a le tempo, la manière de chanter. Et la manière de gérer sa voix. Tout ça, c'est impressionnant. Le fond, le groove de la musique, le fond de la musique, c'est assez original. J'ai trouvé ça excellent. C'est une chanteuse extrêmement prometteuse. Hein. Je pense qu'en termes d'espoir, vraiment, il faut l'encadrer. Parce qu'on a vu des étoiles comme ça qui émergent et après qui disparaissent. On n'a pas encadré. Là, il y a une dynamique musicale assez originale, n'est-ce pas, qui est portée par cette chanteuse. Président Bana, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire au Cameroun que Maurice Kamto, c'est l'opposant le plus populaire? Je ne réponds pas aux choses comme ça. Pourquoi? Vous avez vu son meeting en France? Ben, vous savez, les meetings aujourd'hui... Pourquoi vous dites que vous ne répondez pas aux choses comme ça? Parce que vous savez, je vois bien dans quoi on veut mettre les gens. Vous savez, il y a une orchestration là dans le pays. Il y a une orchestration internationale, n'est-ce pas, autour de M. Kamto, du président Kamto, qui est dangereuse pour notre pays. C'est quoi tout le monde le voit. Qui est dangereuse pour oui, Kamto. Tout le monde, mais il est au cœur de cela. Donc Maurice Kamto est dangereux. Il est au cœur de ça. C'est quelqu'un de dangereux. Mais écoutez, tout ce qu'on voit à l'étranger, toute cette dynamique de recolonisation du Cameroun, c'est orchestré autour du président Kamto. On ne peut pas s'ignorer aujourd'hui. Tout ce qu'il y a eu en France, quand ce que vous appelez Macron, là, quand il parle, il se vante et dit que j'ai fait pression pour qu'on libère tel. Pourquoi on libère le président Kamto? C'est ce que le président Macron a dit. Ça devient un trophée de guerre. Tout ça n'est pas sérieux. Parce qu'on sait généralement que quand ces pays-là commencent à se mêler dans les affaires d'un pays, on sait comment ça se termine. Vous comprenez? Et maintenant, en termes de... Vous savez, les choix politiques qui ont été faits par le président Kamto sont très questionnables. Pose le problème de son patriotisme. Par exemple? Vous ne pouvez pas être l'agent de l'étranger pour venir coloniser votre pays. Ah, vous dites Kamto est l'agent de l'étranger? Les faits sont là. Les faits sont là. Quels sont les faits donc? Mais écoutez, ce n'est pas moi qui a... Quand il écrit dans Libération, après l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il dit? Il demande aux Blancs de venir prendre le Cameroun en échange des matières premières. Allez lire. C'est pas moi qui ai écrit. Allez lire. C'est lui qui a écrit. Non, c'est lui qui a écrit. Quand vous voyez... Il a demandé expressément... Allez lire. Libération, mais comment c'est vulgaire. On n'a pas lu le même article. Non, si, c'est ce qu'il a dit. Oui. Il a demandé carrément aux Occidentaux de venir le mettre au pouvoir en échange des matières premières. Allez lire. Vous n'avez rien. C'est votre analyse. Hein, non, ce n'est pas une analyse. Oui. Allez lire l'article. C'est la quintessence de l'article. Je le lis, mais vous avez compris à votre manière. Je n'ai pas compris. D'autres personnes vont analyser à leur manière. Voilà, c'est ça qui vous pose problème, cet article. Non, ce n'est pas ça. Quand vous voyez tous ces alliances... Notre action. Tous ces alliances étrangères. Oui. Qui se sont structurées autour de lui. C'est pour le bien du Cameroun. Quelles sont ces alliances-là? Quand l'Union... C'est moi qui le dis. M. Macron vient de vous le dire, non? Il parlait de l'Union européenne. Oui, mais l'Union européenne a écrit. L'Union européenne, tous ces gens-là... sa libération aussi. Toutes ces pressions-là, c'est pourquoi? C'est pour le bien du Cameroun. Donc, Kamto en prison, c'était bien pour la sécurité du Cameroun? C'est pour le bien du Cameroun. Il était en prison parce qu'il a violé les lois du Cameroun. Non, ça veut donc dire que... Il a violé les lois du Cameroun. Selon vous, il devrait rester en prison jusqu'à présent? Non, tous ceux qui violent le Cameroun sont en prison. Vous avez violé les lois, on vous a mis en prison, on vous a libéré après. Tous ceux qui violent les lois du Cameroun sont en prison. Est-ce que je me suis plaint? Vous, on vous a libéré après? Je ne me suis pas plaint. On vous a libéré après? Oui, mais je ne me suis pas plaint. Oui, mais... Je n'ai pas appelé le monde entier de venir me sauver, alors que j'ai violé les lois de mon pays. Quand moi j'ai marché illégalement, hein, je disais au sous-préfet, faites ton travail, arrête-moi. Faites la paix, faites ma part. Et jamais je l'ai demandé à l'étranger de venir me libérer, de venir faire pression sur mon pays pour me libérer. Vous comprenez ça? Parce que partout, c'était passé ainsi. Je répète, on sait comment cela s'est terminé, mon cher ami. On le sait. On le sait, se taire. Écoutez, quand vous demandez, quand l'international vous soutient, la communauté internationale, je n'ai pas dit tout le monde entier, la communauté internationale, c'est-à-dire l'Occidentaux, il y a une contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Vous avez l'impression aujourd'hui que non, je dis que la communauté internationale soutient Maurice Kamto. L'utilise. Utilise le professeur Maurice Kamto. Oui, utilise. Est-ce qu'il est populaire au Cameroun? Utilise. Que me dit populaire? Vous savez ce qu'on appelle un homme politique populaire? Il faut faire attention. Dites-nous. Ne confondez pas le populisme et le populaire. Un homme politique populaire, dans la tradition politique, n'est-ce pas, c'est un homme politique qui a pour démarche politique la défense des intérêts des classes populaires.
C'est ça, un homme politique populaire. Mais il y a un homme politique populiste, c'est-à-dire quelqu'un qui exploite les frustrations, qui exploite les colères, à des fins politiques. Alors, c'est deux choses différentes. Vous savez, politicien n'a pas le droit de l'exploiter, il essaie de changer les choses. Il a le droit, mais il ne va pas faire de ça le fond de cette démarche politique. Parce que quand vous exploitez les frustrations populaires, les colères populaires, pour privilégier l'intérêt étranger, c'est dangereux. C'est dangereux. Nous sommes arrivés, mais regardez les liens qu'il y a aujourd'hui, le débat, tout le monde le voit, vous êtes tous. Regardez les liens qu'il y a aujourd'hui en France entre la BAS et le président Kamto. On y est, ça y est. Aujourd'hui, c'est établi. Mais c'est quoi la BAS? C'est un pion au service, entre les services secrets français. Maintenant, c'est établi. D'abord, Calabra Calibri, qui parle avec Macron et lui écrit de temps en temps. C'est pourquoi. Mais on a déjà vu d'autres personnes interpeller les présidents ailleurs. Non, il traite quoi? Vous savez, on a vu ça à midi. Vous vous souvenez d'Amédi Koulibaly, non? Koulibaly. Il avait été reçu à l'Élysée dans le cadre d'un forum de l'emploi face à Sarkozy. 6 mois avant qu'il devienne terroriste. 6 mois avant. Reçu, causé avec Sarkozy, à l'Élysée. Dites-moi ce que les présidents français font avec les terroristes. Quelqu'un peut se radicaliser. Non, mais comment en 6 mois? Mais les Français ont des fiches. Ce n'est pas vous qui dites qu'ils ont les meilleurs policiers du monde. Eux-mêmes le disent. Ils fichent les gens, ils ont des fiches classe A, B, C. Donc vous dites sur polémique que ce soir, le président Bandakani, vous dites sous polémique que ce soir que Kamto est soutenu par la France, par la communauté internationale. Il est l'agent, oui. Il est soutenu par les terroristes qui sont en France. Le cheval de Troie de la communauté internationale, les Occidentaux. Son dernier discours quand il arrive au Cameroun, pour coloniser le Cameroun. Écoutez, faut que le dire. Vous avez vu, est-ce que la proximité avec la base, on peut encore aujourd'hui? C'est clair, non? C'est vous qui le dites. Non, Calabra, là. Est-ce que quand il a déchiré, quand il a cassé nos ambassades, il a déchiré, il a pissé le fusil chef de l'État. Il a remplacé par le fusil de M. Kamto. On a dit que c'était son droit. Mais aujourd'hui, qui a accueilli le président Kamto à Paris? Qui l'a accueilli? Qui a organisé son meeting? Vous voulez nier quoi? Qui a organisé? C'est la base. C'est la base? C'est établi, c'est la base. Vous avez les informations? Mais tout le monde a vu. Est-ce que ce n'est pas les militants de son parti? Tout le monde a vu. Maintenant, il est parti. Vous avez vu quoi? Maintenant, il est parti civil pour défendre la base. Vous comprenez? Il défend la base, parti civil. Il n'a pas défendu. Il a été constitué parti civil. C'est lui. Il a été constitué parti civil. Vous avez dit qu'il est avocat, d'accord. Il a été constitué parti civil. Vous avez dit qu'il est avocat, d'accord. Vous savez, aucun avocat du monde ne peut défendre un ancien nazi. Aucun avocat au monde. Vous parlez du nazisme en parlant des activistes? Aucun enfant, j'arrive. Aucun avocat au monde ne peut défendre des anciens nazis. Au Cameroun, il y a des causes de Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, je prends un exemple. Oui. Je fais un parallèle. Maintenant, au Cameroun, les deux ont des problèmes. Il y a plein de gens au Cameroun qui ont des problèmes. Vous êtes comme le dossier à même constitué parti civil. Mais ce n'est pas excessif, ça. Je donne des faits. On parle de l'Holocauste, on parle de massacres, on parle de juifs. Je parle de faits. Vous comparez des gens qui ne sont pas d'accord avec votre façon de voir les terroristes, les nazis. Il y a des causes qui ne sont pas défendables. Pourquoi? Quand les gens cassent l'ambassade d'un pays, on ne le défend pas. On les laisse condamner. Et quand ils acceptent ça, parce qu'ils commencent à reconnaître qu'ils l'ont fait. L'un d'eux a reconnu qu'ils l'ont fait. Donc, on ne défend pas ça. C'est parce qu'ils se tiennent. Je te tiens, tu me tiens. Donc, les dockers, ils s'étaient sur le pays, ils pleuraient tous les jours. C'est quoi qu'on les dockers, quelqu'un s'est constitué parti civil? Non, les avocats le font. C'est leur droit. Mais je dis, moi, je ne le ferai pas. Parce qu'on sélectionne les causes. Pourquoi? Écoutez, pourquoi on sélectionne les causes? C'est pas le fait du hasard. Quand on sélectionne les causes. Vous n'avez pas le droit aussi de juger les gens. Non, je ne juge pas. Voilà. Mais il est arrivé à Douala, il a dit ceci, il faut libérer. Je disais ceci. Il faut libérer Ayok Tabi. C'est la même chose. La même dynamique. La même dynamique. C'est la même dynamique. C'est la même chose. C'est la même chose. Pour amener la paix, pour discuter, pour régler la crise anglophone. Il dit qu'il faut libérer Ayok Tabi. La crise anglophone, c'est le fonds de commerce des forces de la colonisation internationale qui servent de ça pour vouloir déstabiliser le Cameroun. Tout à l'heure, vous ne nous avez pas dit comment régler cette crise. Non, on a... En quelques mots, on n'a pas assez de temps. Je soutiens toutes les initiatives qui ont été prises actuellement par l'État du Cameroun. Oui. Je soutiens ça. Comment régler donc? On est en train de régler. On est en train de régler la crise. Il faut régler avec la guerre. Non. Écoutez-moi ça. Ne posez pas les mots. Non, je pose une question. Est-ce qu'il faut régler l'État du Cameroun n'a pas laissé les terroristes violer la loi, égorger les femmes, empêcher les enfants d'aller à l'école. Ça, il faut être ferme par rapport à ça. Mais l'État ne fait pas seulement la guerre. L'État a fait des propositions. L'État a fait des compromis et des concessions. Ça ne suffit jamais avec ces gens. Plus vous en faites, plus ils en démentent.
La guerre de sécession aux États-Unis a duré 4 ans. Hein. Mais vous avez ça a duré 4 ans aux États-Unis. Et à l'heure actuelle, les choses changent là-bas, ça bouge. Et ça ne plaît pas à ceux qui ont fait de la crise anglophone, leur font le commerce, ça bouge. Vous faites partie des gens qui disaient à l'époque qu'il ne fallait pas discuter avec des gens, je vous suivais. On va discuter avec qui le président Biya a organisé un grand dialogue. Et aujourd'hui, vous restez droit dans votre bord où vous dites qu'on peut évoluer aussi dans la façon de penser ou la façon d'analyser. Maintenant, si vous appréciez le dialogue, pourquoi même quand vous dites qu'on n'a pas résolu la crise? On peut avoir un dialogue, deux au Je pose juste une question. Non, je comprends. Oui. Et c'est ce qu'ils cherchent. Oui. On veut en fait imposer au Cameroun un Marcoussi, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire. On va affaiblir l'État. Et ceux qui veulent affaiblir l'État, ce sont ceux qui soutiennent les bazonniers, les films américains et les manœuvres de la France pour obtenir des contrats. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est que ça. Tout ce qu'on raconte là, c'est pour tromper les enfants. Ce n'est que ça. L'État du Cameroun a le droit de défendre son territoire, de défendre, de protéger la loi. La vie dans ces deux régions, avant cette guerre, comparé à la vie d'aujourd'hui, qui peut accepter ça? Mais le Premier ministre les gens étaient a mieux parlé d'une zone économiquement sinistrée. Je parle de l'économie. De la faute de qui? Oui. Avant ça. De la guerre. Non. Des ambazoniens. Pas la guerre. C'est des ambazoniens qui ont... Vous distribuez les cadres. C'est l'Ambazonie qui a créé la guerre et l'a imposée à l'État du Cameroun. C'est ça la vérité. Vous vous rappelez aussi de l'histoire, de la genèse de la crise? Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, entre les mains pacifiques et prendre les armes. Vous vous rappelez du 17, moi, je suis le 22 septembre 2017? Je dis, non, ce n'est pas moi qu'on dira ces choses. Il n'y a pas juste une question. Non, j'ai vu cette crise commencer. Vous comprenez? Président Banda, on a quelques SMS. Le président a satisfait aux revendications. On a quelques SMS. Il n'a fait que ça. Mais on ne l'écoute pas. Je voulais terminer avec l'affaire de popularité, pour que vous compreniez bien. Vous savez, je suis parti de là parce que vous ne semblez pas être à l'aise. Je ne suis pas vos questions. Parce que moi, je viens ici chez vous. C'est vous le patron du plateau. Donc, je tente de dire ceci. Vous savez, les foules suivre un homme politique, c'est une chose. Mais faire des foules, des militants conscients de votre cause, c'est deux choses différentes. Ces foules étaient où quand M. Camto appelait au marche, à l'insurrection? Elles étaient où? Vous étiez la foule. Appelé aux insurrections? C'est moi qui ai fait les marches blanches. Il parlait des marches blanches. Ben alors, c'était les marches insurrectionnelles. Il a même dit que ça va continuer. C'était les marches insurrectionnelles. Oui, c'était les marches insurrectionnelles. Donc, il aurait dit que ça va continuer. Ben, il est libre de dire ce qu'il veut. Je dis simplement que ces foules n'étaient pas là. Deuxièmement, quand vous êtes si populaire, vous ne fuyez pas l'élection. Quand on est populaire, est-ce qu'on fuit l'élection? C'est quand même bizarre. Mais on peut boycotter l'élection, non? Écoutez, quand on est populaire, en 92, M. Froundi était vraiment populaire. Il n'achetait pas les gens. Il ne donnait pas 2000 aux gens pour venir le suivre. On y allait parce qu'on croyait en M. Froundi. Et quand il y avait élection, nous on dormait dans les bureaux de vote avec les lampes et les bâtons. Pour soutenir M. Froundi? Oui. Il ne laissait un frère à personne. On a vu ça dans ce pays. Donc aujourd'hui, M. Kamto paye. On a vu ça dans ce pays. C'est Américain Internet, non. Ok. Bonsoir au président Banda Kani, s'il vous plaît, président. Nous n'abandonnons pas, surtout les traîtres, à tant que vous vous fatiguez. Je tiens seulement à vous dire que nous sommes nombreux à prendre dans votre école. La personne n'a pas signé le message. C'est un message WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Il vous apprécie. On a notre WhatsApp, message WhatsApp. Je suis Mitterrand Ba de Chang. Je ne comprends pas pourquoi Mbadaka n'est fait dans la langue de bois. Il justifie maladroitement les échecs du régime qui nous dit s'il est un sous-marin du RDP, c'est aussi cherche une nomination aussi Mitterrand de... il a écrit depuis Chang. Sous-marin du RDPC, mais il a cherché... Il ne faut pas chercher loin pour savoir qui est sous-marin du RDPC. Il ne faut pas chercher loin. Vous n'êtes pas. Non, il ne faut pas qu'il cherche loin. Okay. Bonsoir, le panel. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Pas bonsoir, le panel. Banda Kani est gris, trop complexe. Peux-tu nous expliquer pourquoi l'UPC n'a aucun élu dans la Sanaga maritime et dans le Vouri? La personne n'a pas signé. Ok, Mireille de Douala. Ben, c'est quoi un aigri? Elle continue en disant que laissez tranquille Cabral Libi qui vous dépasse de loin. Ben voilà, bon. S'il vous plaît, soyez courtois avec vos messages. Hein. Non, on ne répond pas à ce genre de questions. Bonsoir, s'il vous plaît, sélectionnez vos invités, une personne de bonne moralité à l'émission. Bah, c'est parce que cette téléspectateur voulait dire par une personne de bonne moralité à l'émission. Président Banda Kani exprime sa déception de ne pas avoir eu un poste de responsabilité de Paul Biya, car il verse toute sa frustration en déshonorant. Il ne voudrait jamais
vaudrait jamais le porteur de sac de professeur Kamto. Bon, ce n'est pas un argument politique, ça. Non, non, argument politique. Envoyez tout simplement les SMS et je suis... Vous comprenez, monsieur Clétus? Oui. Non, dans les arguments politiques. Ce n'est pas une opinion du porteur de sac de professeur. C'est le point de vue d'un fan. D'un fan. Donc, notre SMS, this is Dr. Moon Menzu from Boya. I just want to ask President Bandakani, as a historian, if he is asked to advise President Paul Biya to put a stop to this crisis, what will he tell him, considering that Biya advisor might not be telling him the truth? Regards to regards. I do enjoy the direct polemique. C'est un professeur de l'histoire à l'Université de Boya qui regarde l'émission. Il demande, en tant que conseiller du président, pour mettre fin à la crise anglophone. I will ask the president to continue to listen to all the voice about the crisis, you see, but to maintain its determination to preserve our country, our unity, and our territory integrity. Ok. Yes. Bonsoir à vous en studio, très pertinent le président Bandakani, vous êtes incompris par certains, mais tôt ou tard, beaucoup comprendront. Beaucoup de courage et merci pour tout ce que vous faites. C'est Cathy. Merci. Ouais, Cathy, comme les autres, il reste cohérent dans tout ce qu'il dit. Bandakani, je ne sais comment, car c'est le libérateur de l'Afrique. Biya, il a donné son numéro, il adore tes analyses, il s'appelle Biya. Il a laissé même son numéro de téléphone pour que vous puissiez, c'est pas, converser. Si vous voulez, le président Bandakani, vous pouvez aussi nous appeler. Oui. On va vous passer le numéro du président Bandakani. Vous aimez beaucoup la politique, mais la politique ne vous aime pas, M. Mbanda. Surtout parce que vous aviez longtemps trahi ceux qui croyaient en vous. Vous ne répondez pas. Non. Bonsoir le panel. M. Mbanda est un homme... Oui, on a déjà Mireille nous envoie le message dans du WhatsApp. Théo de Yaoundé, bonsoir président Bandakani, où se trouve le siège du parti NMP. À Yaoundé, je voudrais militer dans ce parti, répond à mon idéologie politique. Théo de Yaoundé. On va prendre son numéro. Oui. On le mettra en contact avec les camarades de Yaoundé. Oui, ok Théo, à la fin de l'émission. Bon courage à vous en studio. C'est une dame qui apprécie l'émission Polymocus. Maintenant, désolé, on ne peut pas lire tous les messages WhatsApp. On va prendre quelques messages, quelques SMS. Short message service. Bonsoir à vous, M. Bandakani. Je vous écoute depuis et je sens un homme vrai, un homme politique vrai. Joseph depuis Lopom à Douala. Bonsoir. This is Jude Alex Bingo. In Bamenda, I greet all of you watching the program in Bamenda or listening to the program in Bamenda. Can you please come to Bamenda or in Gabu and talk to the people? Est-ce que vous pouvez aller à Bamenda ou en Gabu pour parler au peuple? Contrairement à ceux il est à Bamenda, il regarde depuis Bamenda. Contrairement à ceux qui ont fait de cette crise leur fonds de commerce, moi j'ai déjà été là-bas. Vous comprenez? J'ai été là-bas. Pourquoi pas? Si c'est possible, moi je viendrai. Je n'ai pas de problème. Si les conditions de sécurité sont réunies, je viens. J'ai été, hein. Donc, il faut j'ai été là-bas. De sécurité. Oui. Donc, il y a l'insécurité. Bonsoir, Bandakani. Qui peut le nier? Personne ne peut le nier. Oui, il y a des problèmes. Mais on nous a dit que lors des dernières élections, c'était bien que les gens se sortis massivement pour aller voter. Il y a encore des risques, mais tout le monde connaît qu'aujourd'hui, on tend, il y a un mouvement, il y a un changement, non seulement dans l'esprit des gens, mais aussi les populations, il y a un changement. Les populations sont sorties massivement si on en tient au discours du ministre Atanganji. Non, il a fait donner. Il savait pourquoi il s'est appuyé pour le dire. On a annulé les élections pratiquement dans tout. Je dis que le ministre savait pourquoi est-ce qu'il a dit. À lui demander c'est quoi il s'est basé pour le dire. Je constate comme vous aussi que les élections ont été annulées pour les irrégularités. Mais je tente de dire qu'aujourd'hui, vraiment, sauf pour ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la crise la finisse, et ils sont pleins. Tous ces hommes politiques et ces réseaux qui vivent de ça, chacun reconnaît qu'il y a du changement un peu. Ça bouge dans ces régions-là, ça change un peu. Bonsoir Bandakani, quelle preuve avez-vous quand vous dites que Macron ment au sujet de Kamto, Vigny depuis Douala à Dakar? Où est la preuve qu'il dit vrai, cher ami? Où est la preuve qu'il dit vrai? Bonsoir, belle émission, besoin du numéro de Bandakani Nyamsi depuis Douala. Nyamsi à la fin de l'émission. Bonsoir Clétus et merci infiniment au président Bandakani pour ce magnifique exposé.
Ce monsieur a une expérience immense et une lecture propre et vraie de la crise anglophone. J'aimerais vraiment le rencontrer. Comment faire? Celle les sous ne le comprend pas. Joswit Ansi, Bouba de Bepanda. Bouba, bon courage à vous en studio. Je voudrais rencontrer M. Bandakani, l'élu des libérateurs averti. C'est Paul Mitt de Kwabang, à Yaoundé, qui regarde cette émission. Il y a Bena Sang. Bonsoir, sénateur. Je crois que Bandakani est un musée public. Bena Sang. C'est plutôt Priso de Daido, qui trouve que Bandakani est un amuseur public. C'est son droit. C'est son droit. Son droit, ouais. Bonsoir, monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais entrer en contact avec NMP. Je suis Ndongo Romeo depuis Douala, Dakar. Donnez-moi le numéro à la fin. Oui, nous allons donner le numéro du président Bandakani à la fin. Bonsoir, président. Très ravi de vous entendre. Comment faire pour rejoindre le mouvement Medjo? C'est moi. Donnez-moi le numéro. Voilà. Bonsoir au plateau. Courage au président Bandakani. Le Cameroun et l'Afrique vous soutient. Je suis Kamounier Joseph Kevin. Un autre SMS, Bandakani est l'un des plus grands Camerounais et africains. Henry, il écrit depuis Boya. Félicitations à Bandakani et on a vu votre taux de popularité à ces élections. Et Bambok, voilà, on a vu votre taux de popularité. C'est l'ironie, non? Il est libre d'ironiser. Ouais. C'est son droit. C'est son droit. Et un autre monsieur, nous battons pour que les gens aient le droit d'ironiser. Vous êtes opportuniste. Bonsoir, votre invité est loin d'arriver à la cheville de Scabra Libye. Ce dernier le battra dans son propre village. Ouais. Bonsoir, président Bandakani. Fais-tu toujours partie de Jeu Fin Alain Kemgne depuis Yaoundé. Vous avez répondu à ces questions? Oui, vous ne faites plus partie de G20. Le G20, c'était pour l'élection, c'est terminé. C'est bon, c'est terminé. Bandakani, tu es un traître. Et tu dis que Cabral est financé par Faman Ndongo et Laura Esso. Prouve-nous. Je répondrai à ça tout à l'heure. Ok. Je veux savoir, pose des questions, tout à l'heure, je veux savoir si Bandakani est populaire ou populiste et comment qu'avant. Vraiment, on ne pouvait pas lire tous les messages. On est désolé. Hein? On a à peu près, on peut compter comme ça, à peu près 250 messages que vous avez envoyés ce soir sur Polémique. C'est chaque vendredi, quand il est 20h, passé les 30 minutes, sur la télévision du Monde. Et lundi, à 13h, sur la 106 FM Real Music. Oui, président Bandakani, vous avez... Je voudrais dire... on s'en excuse déjà à nos téléspectateurs parce qu'on n'a pas pu lire tous les messages. Oui, oui. Voilà. Je voudrais dire à mes amis qui soutiennent le président Cabral Libye d'aller lire ce que son ancien allié Koumban leur a dit de leur collaboration. Pourquoi hier vous étiez quelqu'un qui disait tout, vous pouvez prononcer les noms. Aujourd'hui, les gens vous font peur, c'est parce qu'on vous menace. Non, non, vous n'avez pas voulu citer les noms de tel ou tel aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Oui. Je n'ai jamais eu peur. Vous êtes mal à l'aise dans cette posture? Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, je ne veux pas qu'on personnalise les débats politiques. Vous comprenez? Je suis simplement en train de dire, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas répondre aux arguments, pas les histoires de quartier. Moi, je donne les arguments. Je dis, on a vu durant la campagne comment est-ce qu'on a écarté. On a écarté l'UPC pour créer un boulevard à un parti. Mais ce n'est pas Bandakani qui a inventé ça. C'est un fait que tout le monde a vu. Alors, si on a fait ça, pourquoi on fait ça pour ce parti-là et pas pour les autres? Je pose seulement la question. Et si on fait ça pour tous les partis auraient eu au moins, à défaut, le même score, sinon plus, que ce que le parti de mon ami Cabral Libye a fait. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et je dis que ce boulevard-là, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas pour rien qu'on fait ça. Et j'ai précisé que ce n'est pas l'État qui le fait. Ce sont des réseaux au sein de l'État. Qui auraient financé sa campagne. Non, ce sont des réseaux qui font ça. Et puis, sur le ça, le président Bandakani, quand je le dis, il y a l'histoire de ce pays qui existe. Il y a les parcours. La grève des étudiants en 2004. Cabral. On connaît le rôle que chacun a joué. On connaît le rôle que le président Cabral a joué dans cette affaire-là. Les gens sont vivants. Ce n'était pas un bon rôle. Et ça peut donc Cabral n'a pas joué un bon rôle en 2004. Je le dis parce que nous, on protégeait les étudiants quand eux, les pourchassaient. Cabral était ici, il nous a parlé de ça plutôt, de son rôle qui était bien. Vous dites aujourd'hui, Cabral... Ces étudiants existent. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Je dis que nous, on les a protégés en 2004. J'étais encore Manidem. Le président Kananissé, là, il est vivant. Vous connaissez bien le rôle qu'a joué Cabral Libye. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas un bon rôle. Bon, maintenant, c'est le passé. Regardons devant nous.
Mais il faut que les choses soient claires. Lorsqu'on regarde les positions politiques dans notre pays, quand on regarde les démarches politiques, mais on peut les interroger pour voir la démarche et les aboutissants de la démarche politique de toute force politique dans notre pays. Donc, écoutez, dans ce pays, mon cher ami, vous savez, l'élection au Cameroun a des lois. Il y a des lois dans ce pays. Vous savez, dans ce pays, quand vous regardez un parti comme l'UNDP, prenons le parti UNDP comme cas d'école. On va aller rapidement. Ouais. Vous voyez que l'UNDP, c'est un parti qui fait des scores constants dans une certaine aire géographique du pays. Et sur la base de certaines affinités culturelles, pour ne pas dire même religieuses. C'est une loi de notre scène politique. C'est la loi tribalo-régionale. C'est la loi de l'allégeance à la France ou aux puissances étrangères. C'est la loi de la confusion avec l'État. Moi, je donne les lois, hein. Je fais la science. Ce n'est pas les insultes. La confusion avec l'État. C'est la loi de l'appartenance à des réseaux ésotériques. Donc, pour émerger au Cameroun actuellement en politique, il faut appartenir aux réseaux qui permettent d'avoir pour soi ces lois. Quand vous n'êtes pas dans ces réseaux-là, vous n'êtes pas à ça. C'est le cas de Cabral Libi. Je pose simplement les principes du jeu politique camerounais, alors nous parlons. Vous prenez l'UNDP, vous prenez le parti du ministre Chiroma, vous prenez l'UDC, vous prenez même le parti du président Cabral Libi. Ils obéissent toutes à ces lois-là. Moi, je ne suis pas allé me cacher dans mon village pour être élu. Vous n'êtes pas sectaire. Non, je ne suis pas allé me cacher dans mon village pour être élu. Moi, j'aurais pu aller à Yabassi. Je suis d'une camp. Et il y a des médecins qui m'ont dit, président, viens dans le camp. J'ai dit, je préfère abandonner la politique que d'aller me cacher dans mon village pour être élu. Moi, je suis né à Neubel, je vis à Neubel. J'y ferai ma vie politique. Je ne vais pas aller me cacher dans mon village pour conforter ce jeu tribal au Cameroun, où on fait croire que le Cameroun, c'est une juxtaposition des ethnies qui attendent le moment venu pour s'entretuer. On appelle ça faire la politique. Chacun va dans son village pour faire la politique. Moi, je refuse ça. Moi, j'étais à Douala deuxième. J'ai eu près de 6%, sans appartenir à aucun de ces réseaux, mon cher ami, sans refuser de me soumettre à ces lois-là. Alors qu'on prétend que j'avais un accord avec le NDPC. Vous avez vu, j'ai reçu un soutien du NDPC. Non seulement je n'ai pas demandé, mais j'étais en guerre politique contre le NDPC. Vous comprenez? Je n'ai reçu le soutien de personne. Mais la plupart de ces partis qui émergent là ont reçu le soutien des réseaux internes au pouvoir. Je le dis et je l'assume. Le moment venu, les gens verront. Les vérités sortiront. D'autres partis qui émergent là ont des alliances avec l'État. Ça amène des ressources et tout.